Dans tous les cas, dès qu'il y a des scènes de salon de coiffure dans un film où il y a que des filles et qu'elles racontent des gossips, c'est globalement mon cinéma préféré, je pense. C'est un peu le sentiment de marcher derrière une vieille personne dans la rue et d'avoir envie de lui dire de marcher plus vite, mais elle peut pas. On oscille tout le temps. À la fois c'est drôle, à la fois c'est gênant, et à la fois c'est juste tellement triste. On va envoyer Philippe Etchebest là-bas. C'est ça, je pense que le sous-titre du film aurait pu être Cauchemar en cuisine. C'est une insulte. C'est horrible. Les mecs, ils sont payés pour faire les pitchs. Genre, faut les mettre en prison, quoi. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de parler des films et séries qui font l'actualité. Après une semaine d'absence et alors que Rita a piloté le dernier épisode d'une main de maître, me voilà de retour dans le cockpit sans transition dodo depuis mon vol Lancourrier, évidemment retardé et secoué de turbulences nocturnes. Aussi, je ne sais pas si c'est le jet lag ou les effets secondaires de l'antihistaminique que j'ai dû gober juste avant de décoller, mais il me semble que le programme n'a jamais eu aussi peu de sens qu'enchaîner un débat sur Deux sœurs, le nouveau drame humaniste du britannique Mike Leigh, avec un autre sur Minecraft, le film adaptation live-action du jeu par le réalisateur de Supernacho, tient tout à fait du rêve fiévreux, et que même dans mes pires cauchemars, je n'ai osé imaginer l'insensée coproduction entre 10 pays à laquelle la série Kaboul, diffusée sur France Télé depuis lundi dernier, doit son existence, un europudding bien plus gourmand que les viennoiseries sous vide des plateaux repas. Ce programme sans queue ni tête trouve néanmoins sa colonne vertébrale autour de The Studio, série créée entre autres par Seth Rogen, qui y incarne le directeur d'une société de production en difficulté, chargé lui aussi de naviguer dans le grand chaos qu'est le cinéma. À l'occasion de The Studio, nous accorderons le focus du jour aux films et aux séries qui parlent du monde de l'audiovisuel en se demandant si elles sont condamnées à se regarder le nombril. Et pour conclure l'émission, carte blanche à Émile qui nous parlera du diptyque que personne n'a vu sur Netflix, Mystère Mystère. Silence moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et hello à tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Hello Rita, hello Imen, hello Émile, même si tu n'es pas dans le cadre, contrairement à la perche. Hello Laurent, hello Alban, hello Yori. Oui, ça risque d'être compliqué, j'ai vraiment très peu dormi. Une bonne soirée, tout va bien. Ouais. On commence par le courrier des auditeurs. Le merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Je sais même pas si on t'a entendu faire ta très bonne blague de long courrier, mais bravo à toi, Alban. En fait, je tiens plutôt à utiliser ce temps du courrier des auditeurs pour annoncer qu'on fait une séance en public la semaine prochaine de nouveau à l'Entrepôt. On fera un hommage à Émilie Dequesne avec un focus autour de sa filmographie et on diffusera Rosetta, donc le film des frères Dardenne, juste après. Donc c'est le mercredi 9 avril, pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas forcément un mercredi, mais c'est le mercredi 9 avril à 20h, donc au cinéma L'Entrepôt. Comme d'habitude, il y a l'enregistrement du podcast avant le film et il y a le film juste après. Le film est assez court, il dure 1h30. C'est un film pour lequel elle a reçu le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Donc c'était un de ses tout premiers rôles. Donc c'est son premier rôle. C'est son premier rôle. Et donc c'est l'occasion à la fois de parler de la carrière assez éclectique et intéressante de cette comédienne et de projeter un film tout aussi intéressant. Et est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est 20h ? Oui, on est vraiment sûr que c'est 20h. On a confirmé que c'est 20h, absolument. Qu'on n'induise pas encore nos auditeurs en erreur. Et box-office. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Alors pendant que j'étais à la plage, qui est allé au cinéma et qu'ont vu les gens ? Eh bien, figure-toi qu'ils sont allés voir des films tout aussi éclectiques. J'ai un peu l'impression qu'il y a 3 catégories de personnes qui se dessinent parmi le public français. Il y a ceux qui vont voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui cumule 795 000 entrées au terme de sa deuxième semaine. C'est un peu le succès surprise de ce début d'année. On passe de devenir le film français probablement qui va le mieux marcher, en tout cas de ce gabarit-là, un peu comédie d'auteur. Arrêtez-moi si je dis des conneries, peut-être que je vais me reprendre la semaine prochaine pour dire que j'ai dit une connerie, mais en tout cas je crois que c'est un des meilleurs démarrages de films français cette année. Il y a Blanche-Neige qui est en deuxième position, qui lui s'écroule un peu et fait 214 000 entrées, et en troisième position il y a toujours les Baudins qui partent en vrille, mais un peu moins cette semaine puisqu'ils font seulement 172 000 entrées pour un cumul à 678 000. Donc les gens sont quand même allés au cinéma timidement, mais pour voir des films assez différents. En quatrième et cinquième position on trouve
retrouve les Condés et Novocaine dont on vous disait beaucoup de mal la semaine dernière, et en 6e position Mickey 17 qui a quand même un bon maintien malgré les critiques et le bouche à oreille assez mitigé. J'aimerais moi signaler que le film À bicyclette, qui est lui dans sa 5e semaine d'exploitation, qui a l'air d'être un documentaire avec Philippe Rebaud sur un espèce de road trip à vélo, qui a coûté je crois 500 000 €, et bien il en est à sa 5e semaine d'exploitation et il a cumulé déjà 500 000 entrées, donc c'est un très joli succès pour ce tout petit film. Qui allez regarder la bande-annonce, si ça vous intéresse, allez le voir, rattrapez-le parce que ça a l'air vraiment tout à fait charmant et sympathique. Je crois qu'il passe à l'entrepôt ces jours-ci. Voilà, je fais un petit peu de promo en plus pour leur programmation parce que ça ne fait pas de mal. Bah oui, puis on les remercie quand même de nous accueillir toutes les semaines. Dans les news cette semaine, Laurent, une mauvaise nouvelle puisqu'on a appris la mort de Val Kilmer. Val Kilmer, oui, malheureusement, qui est décédé hier, l'acteur américain qui a été révélé dans Top Gun de Tony Scott en 1986. Je suis en train de voir sa filmographie. Il a joué dans un film des As en 1984, Top Secret. Absolument, qui est un chef-d'œuvre. Pour les Azouz comme Yuri. Willow de Ron Howard. Il a joué Jim Morrison dans l'adaptation des Doors, de l'histoire des Doors de Oliver Stone. Entre autres, on l'a vu aussi jouer Batman, pas forcément son meilleur rôle, mais ou dans Hit de Michael Mann. Le dernier vrai grand rôle, je crois, qu'il a fait avant que sa carrière commence vraiment à dériver, à tomber dans l'oubli, c'est Kiss Kiss Bang Bang en 2005. Malheureusement, en fait, il avait été atteint d'un cancer de la gorge, je pense, il y a une bonne dizaine d'années. Je crois que c'est ça, je crois qu'il l'a annoncé, j'avais regardé, il l'a annoncé il y a pile 10 ans. Voilà, et en fait, ça lui a empêché de continuer sa carrière. Il y a eu un documentaire qui a été fait justement sur ça et sur sa carrière d'une manière générale qu'on avait vu à Cannes Classique il y a quelques années, qui s'appelle Val. Je conseille à tout le monde de regarder ce film si on s'intéresse un peu à Val Kilmer ou si on aime le cinéma, parce que c'est très beau, c'est très touchant et ça montre à quel point ce type qui était quand même une personnalité complexe et un peu torturée avait quand même un peu cette envie et ce feu sacré qui est quand même assez touchant, je trouve, dans les figures d'acteurs. Voilà. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que son dernier rôle, je crois, c'est dans Top Gun 2. Et dans lequel il est que pendant une demi-scène. Au début, ils allaient utiliser l'IA, si j'ai bien compris, pour faire en sorte qu'on puisse entendre sa voix, parce que du fait de son cancer, il peut plus trop parler. Oui. Finalement, il l'a fait lui-même. Et ensuite, dans ce film, il meurt. Et déjà, à l'époque, je trouvais ça très bizarre, parce que la scène d'enterrement est très intense. On dirait que c'est Val Kilmer qui meurt dans ce film. Qui meurt. Et une fois qu'il décède à l'enterrement, les enfants... En fait, les personnages de ses enfants sont joués par ses vrais enfants, dans ce que j'ai appris tout à l'heure. Ouais, j'avais trouvé ça... C'était bizarre. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Mais aujourd'hui, c'est vrai, mais avec avec le recul. Je pense qu'ils étaient tous d'accord. Bien sûr qu'ils étaient tous d'accord, mais... Heureusement. On les a pas forcés, mais quoi. Tom Cruise un peu visionnaire, parce qu'in fine, ça nous laisse des images sublimes. Enfin, la scène de eux qui se parlent en toute intimité aujourd'hui, quand on la revoit. Pour le coup, c'est très émouvant. Depuis qu'il est mort, c'est ok. Mais surtout que c'est une scène porteuse de sens au-delà de la scène, quoi. C'est qu'il y a un truc de deux acteurs qui se parlent de leur carrière respective, qui sont partis dans des directions complètement opposées et qui en fait font un peu le bilan. Enfin, il y a un côté très au-delà de la séquence elle-même, au-delà de la dramaturgie de la séquence, qui en effet était hyper émouvant quand tu voyais le film. Et par ailleurs, lui, à l'époque, c'était la personne la plus jeune à être admise à Juilliard pour faire de l'acting. Il avait 17 ans et je pense qu'il voulait vraiment... Enfin, j'ai pas vu le documentaire en question, mais c'est pas une personne qui s'attendait à ce que sa vie, ou en tout cas sa carrière, se passe comme elle s'est passée. Mais il est sorti avec Cher et partant de là, il a réussi sa vie. Bon, en tout cas, voilà, on vous encourage à redécouvrir un certain nombre de films avec Val Kilmer. Il a quand même une jolie filmographie. Le premier film... Attends, mais on a encore des news. Ah, pardon. Bien sûr, on a le nouveau film de David Fincher. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai failli censurer alors que c'est une news à laquelle je tiens énormément. C'est une news qui est tombée, qui était un peu déjà pour celles et ceux qui suivent le mar de café des rumeurs hollywoodiennes qui commençaient déjà un peu à circuler sur le fait que David Fincher allait réaliser une suite d'un film avec Brad Pitt. Donc c'est un peu les premières choses qu'on a entendues et évidemment tout le monde s'est dit tiens, ça va être la suite de World War Z. Ça on l'a entendu pendant des années. Mais alors là ça a été un peu ravivé. Toujours déçu d'ailleurs. Ça a été ravivé par le fait qu'une suite de films avec Brad Pitt, il n'y avait pas 36 000 solutions. Et ben non. Parce que des gens qui souhaitent une suite de World War Z, ils sont pas beaucoup. Alors quand même, non, mais c'est pas ça. Félix, typiquement, il veut voir un film de zombies réalisé par David Fincher, donc il trouvait que c'était l'occasion. La wishlist de... Bah, écoute, il est pas là, je parle en son nom. Hein. Grâce à l'IA, on peut tout faire. Mais
Mais le fait est que non, ce n'est pas ça. Ça va être donc une suite plus ou moins officielle de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. La nouvelle est tombée le 1er avril et tous les trades ont dit ce n'est pas une vanne, genre c'est très sérieux. Donc c'est un scénario que Tarantino aurait écrit qui est visiblement un dérivé de son dernier film qu'il a annulé. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Il se fait que Brad Pitt trouvait ce truc tellement génial qu'il allait voir David Fincher en lui disant est-ce que tu veux pas le réaliser à la place de Quentin, et Quentin a accepté parce qu'il a beaucoup de respect pour David Fincher. Et donc on risque de voir sur Netflix une suite à Once Upon a Time in Hollywood basée sur le personnage de Brad Pitt, donc qui est Cliff Booth, sur la base du scénario original de Tarantino réalisé par Fincher. Voilà, donc c'est une espèce de camoulox un peu étrange parce que je ne peux pas penser à deux cinéastes qui sont plus antithétiques en termes de style que les deux. Si, moi, j'ai un trou sur le titre du film, mais le film qui à la base était un film de Kubrick qui était réalisé par Spielberg. Voilà. Il y a intelligence artificielle. Ouais. Tu vois, dans le genre rencontre un peu chelou. Ouais, mais finalement, moi j'ai envie de le voir quand même. C'est chelou, mais j'ai envie de le voir. Trop fun. Mais dans le cas de Netflix m'inquiète. Dans le cas de IA, c'était vraiment juste un projet. Le scénario était à peine écrit. Enfin, c'était un truc un peu plus large. Là, vraiment, ça va être le scénario de Tarantino. Donc ça va être. Là, c'est le générique le plus loufoque. Il y a aussi Bon Marshall Insolent qui est tiré d'une pièce de théâtre écrite par Sacha Guitry, réalisée par Patrice Lecomte en 1980. Non, mais ça c'est pas du tout. Je crois. Mais c'est pas très américain. Mais moi, je crois que j'ai jamais vu Fincher réaliser un film rigolo. Tu vois. Ça sera peut-être pas rigolo du tout. Moi, et donc, Andy Roux fait très bien. Mais... Et dernière petite news, le casting des Beatles a été annoncé et ils ont annoncé qu'en 2028, les 4 films allaient sortir le même jour. Ça, je suis en mode, ok, pourquoi pas, mais ils ont appelé ça un binge cinématique day, je sais pas quoi. Experience. Enfin bref, le truc m'a cassé les couilles, mais par contre, les 4 films en question. Les 4 films. C'est 4 films. 4 films et les 4 comédiens. Et donc, les 4 comédiens qu'ils ont castés, on dirait vraiment qu'ils ont demandé à une meuf de 17 ans sur Twitter de caster. Et alors, j'ai vu des gens dire c'est chiant, on va plus chercher de nouveaux acteurs. En vrai, dans le commun des mortels ne sait pas qui sont ces gens. On peut dire qui c'est d'ailleurs. C'est Paul Mescal, Joseph Quinn, Harris Dickinson et le mec de Sabrina Carpenter. Voilà. Barry Keoghan. Lui. C'est White Boys of the Month, mais de 2024. Après, je trouve que Paul Mescal, c'est pas un si mauvais choix. Ah, mais moi, Harris Dickinson, c'est mon choix préféré des 4. J'ai peur de Barry Keoghan, mais sinon c'est tout. De toute façon, il joue Ringo. Donc, on va rigoler, quoi. J'ai vu des propositions très drôles. J'espère qu'ils vont faire ça, de faire les 4 films dans des genres très différents, que ça soit psychédélique pour John Lennon, un truc très straight pour Paul McCartney, et les Muppets pour Ringo. Si on respecte vraiment le truc de Ringo, en fait, ça va être un film parallèle. Le mec a pas vécu le même truc que lui. Ça va être un délire complètement. Il était complètement à la ramasse. Il était genre copain avec tout le monde. Il s'en bat les couilles. Enfin, il a moitié fonce-dé. Enfin, je pense qu'on va plutôt bien rigoler sur celui-là, quoi. Alors que les autres, ça va être très genre oh là là, que faisons-nous de notre art. Lui, ça va être genre pop. Ça va être beaucoup plus. En tout cas, je sais pas comment une personne va réaliser les 4 films et ils sont censés être prêts pour dans 3 ans. Enfin. Il y a quelqu'un qui a pas beaucoup dormi. Il y a quelqu'un qui a surtout beaucoup d'argent dedans. Ouais. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'est sorti le 1er avril. Oui. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ont douté de ça. Et moi, j'ai beaucoup rigolé parce qu'une de mes potes, qui, si elle nous écoute, se reconnaîtra, m'a envoyé l'article en me disant je comprends pas, est-ce que c'est une blague ou pas? Et en fait, c'était un article combiné. Quand tu cliquais, il y avait un bug. Il y avait la photo des Beatles et en dessous, il y avait marqué Marine Le Pen condamnée. Et du coup, tu comprenais plus rien. Et en fait, c'était juste un bug du site. Mais là, ça a l'impression d'un poisson d'avril très chelou. Vous avez terminé avec vos news, je sens plus personne. Ouais. Très bien. Et ben on écoute la bande-annonce de 2 sœurs de Mike Lee. Look at you. Fix your face. You're dealing with the public, handling people's food. Stop, please. Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich. People can't stand them. Cheerful, grinning. Are you going to purchase this sofa? Are you going to buy it? Je vais lire le synopsis halluciné parce que je pense qu'il va y avoir un petit débat autour de ce que ça raconte, ce que racontent 2 sœurs, tel qu'il est pitché sur Allociné. Donc c'est l'histoire de Pansy qui est rongée par la douleur physique et mentale et son rapport au monde ne passe que par la colère et la confrontation. Son mari ne sait plus comment la gérer tandis que son fils vit dans son propre monde. Seule sa sœur Chantal la comprend et peut l'aider. Rita. Je pense que c'est mensonger de A à Z. C'est pas le film. C'est pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce synopsis? Donc c'est l'histoire effectivement de Pansy et de Chantal. Et au début, avant qu'elles se croisent, on a une première partie du film où elles sont chacune un peu dans son univers. Pansy, c'est une personne qui a clairement des troubles mentaux. Disons qu'elle a l'impression qu'elle est très paranoïaque. Elle a l'impression que toutes les personnes qu'elle croise sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues, que ce soit ses proches ou les gens qu'elle croise au supermarché, dans un magasin pour acheter un canapé ou quoi. Sa sœur Chantal, c'est une femme clairement qui n'a pas grandi de la même manière. Je ne veux pas vous spoiler, mais on explorera ça davantage. Qui est beaucoup plus
apaisée. Elle a 2 filles, elle aussi, qui sont aussi 2 sœurs. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un moment où on suit aussi ces 2 sœurs-là. Et le titre français est bien trouvé pour ça. Et elle est célibataire, elle vit dans un très joli appartement et elle a son propre business de coiffure. En fait, elle gère un salon de coiffure. C'était mes scènes préférées. Dans tous les cas, dès qu'il y a des scènes de salon de coiffure dans un film où il y a que des filles et qu'elles racontent des gossips, c'est globalement mon cinéma préféré, je pense. Mais en tout cas, 2 sœurs, c'est un film que j'ai absolument adoré. J'ai pas pleuré, mais j'ai eu la boule au ventre à certains moments. Et il y a d'autres, notamment dans les salons de coiffure, où je me sentais très femme, en fait, très dans un moment de sororité avec les femmes à l'écran. Et c'est dans les communautés afro-caribéennes de Londres. Elles sont à mourir de rire quand elles se foutent de la gueule des gens et elles sont très tristes, ces femmes, enfin pas tristes, mais elles nous rendent tristes quand elles explorent le trauma intergénérationnel qui peut rester. C'est un tout petit film, enfin vraiment je crois que c'est un film Covid vu comment c'est tourné à mon avis. Post-Covid. En tout cas, j'ai dit ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est dans des décors très très pauvres, c'est dans un seul quartier, il n'y a pas beaucoup de personnages, et c'est un cinéma, moi je ne suis pas du tout familière de Mike Leigh, mais j'ai très envie de voir Secret et mensonge, du coup, qui est aussi avec Marianne Jean-Baptiste, l'actrice principale de ce film. Qui était dans FBI Portée disparue. Sûrement. Moi je la connais de là. Et Secret mensonge qui est la Palme d'Or de Mike Leigh. Oui. Et pour lequel elle avait été nommée à l'Oscar. En fait, là, j'ai un truc avec Marianne Jean-Baptiste où pendant tout le film, je la trouvais imposante et gigantesque. Et puis il y a une scène où on la voit debout à côté de quelqu'un d'autre et que j'ai réalisé qu'elle faisait genre 1m50. Et en fait, ça m'a terrassée. Je sais pas comment dire autrement. Il y a plusieurs petites choses dans ce film. Il y a un bouquet de fleurs à un moment. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais moi, vraiment, c'est un énorme coup de cœur de cette année pour l'instant. C'est même mon gros coup de cœur de l'année pour l'instant. Et je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Et on l'a dit, 2 sœurs, c'est le titre français. Le titre original, c'est Hard Truth. C'est ça. Alban, j'ai vu que 2 sœurs avaient été qualifiées de drame en pyjama. Je trouve que c'est encore un mauvais argument marketing. Mais, moi, je suis un peu partagé parce que je suis d'accord avec plein de choses que vient de dire Rita. Il y a des scènes qui sont vraiment ultra maîtrisées. C'est un film qui est très bien mis en scène. Le mec sait vraiment faire du cinéma. Et il y a des scènes qui sont bouleversantes, notamment celles que tu as citées. Moi, j'ai un problème avec la première moitié du film, c'est-à-dire que je sais pas quel ton Mike Leigh veut porter sur son film, ni quel regard il veut porter. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce personnage qui est elle a plus l'impression que les gens veulent lui mettre les bâtons dans les roues, c'est plus fort que ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie maladie qui prend tout l'espace et qui l'empêche vraiment de respirer ou de mener sa vie. Elle est épuisée. Elle est épuisée partout et le problème c'est qu'on sait pas si on doit rigoler lorsqu'elle s'énerve sur les gens ou si c'est vraiment dramatique et en fait je trouve qu'il y a vraiment un problème de ton. Moi ça m'a vraiment perturbé. Et qui te perturbe dans les autres films de Mike Leigh parce qu'il y a toujours un humour... alors moi j'ai pas tout vu de Mike Leigh et je trouve que là vraiment Yuri a l'air de dire que c'est propre à son moi je trouve qu'il perd, enfin on y reviendra, mais moi je trouve qu'il perd de son grinçant, enfin de son côté un peu voilà. Et voilà, alors ça c'est vraiment le point qui m'a perturbé. Par ailleurs, je trouve que c'est un film où même si effectivement ce personnage prend énormément de place, tous les personnages ont quand même la place d'exister. Moi j'avais même une frustration de voir un peu plus les 2 sœurs de la tante, les 2 filles en fait de sa sœur Chantelle. J'avais envie de voir aussi un peu plus l'histoire de Moses, le fils de Pensy. Et en fait tous ces personnages, je les ai tous aimés en fait dès que je les ai vus à l'écran et je trouve qu'il y a vraiment un lien fort qui se crée avec ces personnages. Et j'avais vraiment envie de les voir continuer à évoluer sur limite en série ou pas dans une suite, mais voilà, c'est vraiment des personnages auxquels on s'attache. Les 2 sœurs sont géniales, enfin lorsqu'elles se retrouvent pour boire un verre après leur travail, même s'il y a d'autres choses qui jouent parce qu'elles ne dévoilent pas toute la vérité de comment ça se passe à son travail, etc. C'est vraiment un film malin qui est à ce niveau-là et c'est un film qui est très malin aussi sur la mise en scène. Je parle notamment de la séquence finale sans la dévoiler où je trouve qu'il y a vraiment une force dans le cinéma de Mike Leigh où là on retrouve vraiment toute sa puissance et toute sa verve. Voilà, j'ai juste des réserves sur la caractérisation du personnage de Pensy que j'ai trouvé un petit peu bizarre au début. Une série sur le collègue du mari. Aussi, qui est un mec qui, je pense, est autiste et a plein de facts dans sa tête. Avec les horloges, là, c'est fou. Incroyable. Enfin, pardon, Imen, est-ce que ton cœur penche du côté de Rita ou plutôt où t'as quelques petits regrets comme Alban? Je vais être du côté de Rita parce que je vois ce que tu veux dire, Alban, mais je pense que ça a été, pour moi en tout cas, la force du film et la chose qui m'a attrapée, c'était justement de me sentir complètement désarmée face à la narration et du coup extrêmement surprise. Et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui était aussi étonnant en fait parce que de part aussi justement les problèmes de santé mentale du personnage qui fait qu'elle est complètement imprévisible, ça fait que le film l'est tout autant, en tout cas pour moi, et que justement il y a des moments où je savais pas comment est-ce qu'elle allait réagir. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'on oscille tout le temps entre ce truc de à la fois c'est drôle, à la fois c'est gênant et à la fois c'est juste tellement triste en fait. Et donc je trouve que c'est ça aussi la force du film, c'est qu'il y a des moments
extrêmement drôle parce qu'il y a de la répartie, parce qu'il y a de la verbe, et que je trouve que scénaristiquement les dialogues sont absolument brillants d'écriture, mais il y a quand même un fond de ce film qui est d'une tristesse inouïe et qui moi m'a énormément touchée et que je trouve on ressent en fait même dans des moments de communion. Et je pense à cette scène où c'est chez la sœur et donc il y a le fils, le mari, elle, sa sœur et ses 2 filles, et où en fait on voit juste toute la violence symbolique de voir ces 2 jeunes femmes qui sont à l'aise avec elles-mêmes et qui sont en vie tout simplement, face à des personnes qui sont profondément aseptisées et qui ont renoncé à faire famille et qui ont renoncé à vivre de manière la plus simple. Et du coup, il y a quelque chose, je trouve, là-dedans de manière hyper simple et souvent qui ne passe pas par dialogue, même si à nouveau les dialogues sont assez brillants, que j'ai trouvé assez excellent et qui, moi, m'a profondément surprise et a fait que le film, je pense, comme Rita, est un peu ma surprise là du début d'année et qui fait que j'ai passé un moment extraordinaire. Et t'es sensible au départ au cinéma de Mike Lee? Et je connais pas cet homme. Tu connais pas cet homme? Tu as vu une photo de lui? Oui, c'est 85 ans. Ouais. Oui, j'ai vu. Mais j'ai jamais vu son cinéma, donc j'ai pas de non, mais du coup, c'est intéressant. Ouais, juste avant de laisser la parole à Yuri, non, en fait, je suis d'accord avec toi et le problème, c'est que moi, mes réserves, elles sont pas du tout sur ce flou narratif. Et en fait, je pense que là, on s'est pas compris. Moi, j'épouse complètement l'idée du fait qu'on connaît pas vraiment la trajectoire des personnages, pourquoi ils sont comme ça, et ça je suis d'accord avec toi. Je trouve que le problème il est dans le ton, c'est pas du tout une question de narration. Je trouve que en fait c'est un problème, je trouve, dans le film de pas savoir si on doit rigoler ou si c'est complètement dramatique, et je trouve que c'est une faute du réalisateur et c'est pas forcément une idée qui est voulue. C'est ça qui tu crois parce que moi pour le coup, en regardant notamment les scènes où en fait c'est parce qu'il y a au démarrage, il y a quand même 4 ou 5 scènes différentes de situations et on voit comment elles réagissent. Différentes, t'es vraiment gentil, c'est la même scène. C'est la même scène. Justement, et je trouve, non mais juste sur ce truc de ton, je trouve que justement à la 5e fois, bah t'as plus du tout envie de rigoler. Enfin moi justement la première, j'étais en mode parce qu'elle a du vocabulaire de fou malade Pansy, donc quand elle insulte les gens, elle trouve des mots. C'est à mourir de rire. Donc au début t'es en mode trop drôle, la 5e fois t'es en mode c'est horrible et vivre ça tout le temps, ça doit être épuisant et genre vraiment horrible. Oui, mais encore une fois, après ça pose d'autres questions. Vas-y, Yuri, excuse-moi. Non, mais moi je vous écoute, j'aime bien parce que j'ai pas vu le même film que vous, donc ça me fait plaisir. J'ai vraiment, comment dire, c'est un peu difficile parce que j'ai pas non plus envie de taper dessus, parce qu'en effet c'est un tout petit film qui est assez fragile, qui est fait dans une toute petite économie avec en effet des super actrices, mais c'est un peu le sentiment de marcher derrière une vieille personne dans la rue, d'avoir envie de lui dire de marcher plus vite mais elle peut pas, et c'est un peu le voilà, c'est pas bien, faut pas faire ça dans la vie, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu devant ce film. Donc moi j'avais envie de dire à Mike Lee, allez là, vas-y, on enchaîne, on coupe un peu plus vite, parce que justement moi, je suis d'accord avec vous que ce côté t'aimes pas prendre le temps. Mais non, c'est pas le problème. C'est que j'aime pas quand chaque scène commence de manière hyper théâtrale par une entrée de chant, un regard, un dialogue qui lance, la caméra tourne, et tout est hyper scolaire, machin, de manière hyper posée. Je trouve l'image particulièrement pas belle. L'image est horrible. Donc c'est vraiment téléfilm du soir. Enfin. Je sais pas ce qui se passe, où est le chef-op, visiblement il a le même âge que Mike Lee. C'est hyper agiste comme chronique. C'est hyper agiste. Non mais en plus c'est... Je le prends très personnellement. Surtout que la carte blanche de la semaine dernière, c'est le genre de choses qui aurait dû te... On a des il n'y a pas Roman pour vérifier l'état de sa cataracte cette semaine. Non mais en plus, je suis volontairement, évidemment sardonique et méchant, mais en fait tout ça pour dire que moi c'est un film qui m'a un peu agacé parce que je l'ai trouvé dans une espèce de lenteur, de torpeur et dans une espèce de syndrome Stéphane Brisé de les gens qui vont pas bien, tout le monde il est triste, tout le monde il est malade, tout le monde il a des problèmes. Et tout le monde il est pas triste. Tout le monde n'est pas triste, je suis d'accord avec ça. Et le problème principal du film pour moi c'est, je suis désolé Marianne Jean-Baptiste, je n'ai absolument pas accroché à son personnage à aucun moment. Et en fait justement, je pense que c'est pas de sa faute, encore une fois, c'est là où je rejoins Alban par un fourbe procédé rhétorique. Dans son camp. Je pense que c'est la faute. En fait, je pense que c'est la faute du réalisateur qui n'épouse en fait jamais la psyché du personnage. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un, il la fait rentrer dans un espace et il la laisse en fait déployer un personnage dont tu sens qu'elle a appris chacune des mimiques, elle est machin, elle joue la maladie mentale et tout. Et moi, j'étais là, genre j'ai vu un truc hyper artificiel, hyper plat, dans lequel je suis jamais entré en empathie, en connexion. Et pour moi, c'est lié notamment à la mise en scène de Mike Lee, qui du coup est toujours hyper à distance. Il pose sa caméra, pépère, allez, action, boum, tac. Et du coup, moi, je trouve que même les séquences de tension qu'elle peut avoir avec d'autres personnages, la séquence chez le dentiste, elle est interminable, la séquence chez le médecin, enfin, tout ça, je trouve que c'est des séquences qui sont tellement posées, tellement genre bon. Et puis en fait, une fois que je les ai vues pendant 1 heure, j'ai compris. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une bascule émotionnelle au milieu du film qui en effet fonctionne au moment où Pansy s'effondre et qu'il y a cette réunion entre les deux sœurs. Ça, j'ai trouvé ça assez bouleversant.
La fin, je vous rejoins moins, j'ai pas trop compris le concept. Mais voilà, pour moi, c'est un film qui m'a profondément déçu par le potentiel qu'il a, à la fois en effet en termes d'évocation comme ça d'un destin qui est complètement assailli partout, de personnages évidemment qui sont hyper intéressants sur le papier, mais que en fait je trouve qu'ils sont desservis par la mise en scène du film, et enfin voilà quoi, un problème pour moi simplement de dispositif où à un moment j'ai un peu plus envie que Mike Leigh, en fait, il y aille, quoi. Il traite son sujet, il filme ses personnages un peu plus comme quelqu'un qui a envie de les filmer et pas juste comme quelqu'un qui pose sa caméra parce que ça suffit. T'es dur là quand même. Ouais. T'es un peu dur. En fait, je vois ce que tu ressens parce que je pense que je l'ai eu aussi, ce truc très, à nouveau, aseptisé, mais qui va jusqu'à la mise en scène et où il y a quelque chose de quasiment chirurgical et qui, pour moi, va de pair en fait avec la maison de Penzi qui est genre complètement vide et où il y a ce truc très lisse et très plat, mais je me suis questionnée en fait, qui m'a rappelé un peu les premiers Almodovar en numérique où du coup je me disais est-ce que c'est que ces gens quand ils passent au numérique ils savent pas tout à fait comment est-ce qu'on fait et que du coup ça fait qu'on rend quelque chose de très lisse, mais qui à la fois moi m'a intéressée parce que j'ai eu l'impression que ce rapport-là à l'image faisait basculer le film dans encore autre chose et quasiment j'y vais à fond, quasiment dans du thriller en fait, de par la musique et de par la manière dont, je sais pas, ce bouquet de fleurs, moi ça m'a marqué en fait, ce plan juste de ce bouquet de fleurs qui est complètement posé, qui est complètement plat, mais où à la fois tout fait sens dans l'image et je sais pas, il y a un truc moi qui m'a à la fois profondément dérangé tout du long, mais j'ai quand même trouvé que ça servait d'une certaine manière le film, ce choix de la mise en scène justement à reculons, extrêmement lisse, extrêmement plate. Mais moi c'est pas que l'image, c'est-à-dire que c'est vraiment juste la manière dont il fait les découpages, la manière dont il fait ses débuts de scène, ses entrées de chant, enfin tout ça en fait pour moi c'est un tout de je sais pas, de manque de courage ou de, je sais pas, il manque un peu quelque chose pour moi pour passer la barre de l'émotion. Ok. Tu veux te fight avec Mike Leigh. T'as pas eu envie de faire un immense câlin à Moses pendant tout le film? Extraordinaire, franchement. Si, mais parce que le personnage est super, mais j'ai pas été ému par lui. C'est-à-dire que vraiment, il m'a tellement ému. Mais moi aussi, j'avais envie de chialer au début. Je savais pas si c'était un incel ou quoi. Quand il sort dans la rue et qu'il y a deux mecs qui viennent le harceler, enfin c'est tellement écrit, c'est tellement genre. Alors on va d'abord filmer les deux petits gamins machin. Oh là là, la caméra panote, il est là. Mais Yuri, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis désolé, mais c'est un film d'une mise en scène que je trouve moi hyper scolaire et qui ne sert pas le propos du film, ni ses personnages, ni ses acteurs. Donc voilà. Et non, oui, ce que je voulais rajouter au début, c'est parce que je mets du temps en fait à verbaliser mes pensées parce que je suis un peu bête, mais en fait, ce qui me dérange dans la première moitié du film, c'est pas non plus que ça soit uniquement drôle ou triste, etc. Je trouve que, comme l'a dit Yuri, il y a vraiment une question d'artificialité à force de répétition et que du coup, on croit plus vraiment en ce personnage-là, surtout quand elle est mise en contraste avec le personnage de la sœur, qui, la première scène où tu la vois vraiment, hormis le salon de coiffure, elle est avec ses filles sur le canapé en train de rigoler, t'es sorti, etc. Et je trouve ça un petit peu trop grossier en fait pour qu'on y croie, et je trouve que le contraste entre les deux familles et entre ces deux personnages de sœurs est un peu trop gros et ça contraste avec le reste du film qui se veut très proche du réel et de ses personnages, et j'ai pas vraiment compris ce que voulait faire Mike Leigh à ce niveau-là, mais après le film m'a complètement emporté au bout de 35 minutes quoi. En même temps, c'est un des plus beaux films de ce début d'année pour Rita et Imen. Toi, Alban, petit calage au démarrage, et ensuite accroché. Puis Yuri est resté à distance tout du long. Mais c'est pas grave. Je vous disais, on va faire un virage vraiment à 80 degrés avec la bande-annonce de Minecraft, le film. Réalisé par Mike Leigh aussi. Et non par mon ami Jared S. C'est plus ton ami pour longtemps, malheureusement. Bande-annonce en VF. Je vais commencer par resituer. Donc Jared S, c'est le réalisateur de Supernacho et de Gentleman Broncos, moi, un film qui m'a énormément marqué. Oui, Emile? Et de Napoléon Dynamite, évidemment. Là aussi, j'ai un peu envie de vous lire le pitch parce qu'il nous promet, mais tu sens que c'est une IA qui l'a écrit. Ça nous dit bienvenue dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. Point d'exclamation. 4 outsiders sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface, un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Pour entrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et protéger les créatures maléfiques, tout en s'engageant dans une quête fantastique aux côtés de Steve, un expert fabricateur. Cette aventure les poussera à être audacieux et à développer leur créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin. C'est le pire pitch de l'univers, pour s'épanouir horriblement dans le nul. monde réel, Laurent. Mon Dieu. C'est vraiment ce pitch
C'est une insulte. Non, c'est horrible. Les mecs, ils sont payés pour faire les pitchs. Genre, faut les mettre en prison, quoi. Non, mais c'est ChatGPT qui l'a réussi. Là, c'est pas possible. C'est les mêmes mots répétés en boucle. J'ai cru devenir folle. Bon, c'est une adaptation du jeu, globalement. Tout à fait. Déjà, peut-être expliquer ce qu'est ce jeu, parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. Mais oui, peut-être que vous êtes les mieux placés pour le faire. Moi je peux le faire si vous voulez. Vas-y. C'est un jeu qui a été créé par un tout petit studio qui s'appelle Mojang, par un mec tout seul qui est devenu fou et fasciste depuis. Voilà. C'est quand même l'histoire un peu intéressante derrière. Qui est un jeu en fait extrêmement simple dans un monde ouvert où tout est formé de cubes. En fait, on peut tout un peu détruire et utiliser tous les éléments qu'on trouve pour construire des choses. Et ça peut aller très 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 loin avec des gens qui ont construit des villes complètes avec des écosystèmes. On peut avoir de la gestion de l'énergie, des trucs. Et puis il y a tout aussi une aventure où tu peux faire des portails vers d'autres univers. Enfin, c'est un jeu qui est très profond, très complexe et très facile à prendre en main. Et c'est une énorme licence de jeux vidéo. Et l'idée, c'était clairement d'en faire une sorte de Jumanji. Clairement d'en faire une sorte de sous-Jumanji en prenant de l'argent aux pauvres enfants qui aiment bien jouer à Minecraft. Après, moi, je suis absolument ravie parce que je sais pas lequel de vous deux dégénérés l'a mis au programme. Je pense que c'est toi, Laurent. Évidemment moi. Bravo, mais vraiment. Moi, j'étais là en vacances, puis d'un coup, je vois 2 sœurs Minecraft. J'étais là, c'est un bon programme. Je pense qu'on a la seule émission critique qui a fait les deux. Dit, c'est les 2 films dont on veut parler cette semaine. En tout cas, moi, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. La drogue est de retour à Hollywood. La drogue est de retour à Hollywood, c'est clair, genre c'est une évidence. Ça y est, en fait, ce film prouve vraiment qu'on peut faire n'importe quoi. On sent que c'est complètement un truc fait par des cadres de studios qui se sont dit genre bon, on a Minecraft, on a lâché vraiment beaucoup d'argent pour acheter la licence. Maintenant, on va faire un truc qui n'a aucun sens et on va essayer de cocher le plus de cases. Genre on va mettre des chansons, on va faire tout un délire un peu années 80 parce que les gens ils aiment bien les années 80, c'est cool. Alors que Minecraft n'est pas du tout un jeu des années 80, hein, c'est un jeu des années 2010 quoi, à peu près, ouais. Donc vas-y, on va pouvoir, on joue à fond sur tout un tas de trucs pour essayer de pousser, d'essayer de rentrer dans un cahier des charges assez précis. Et sauf que ça donne une espèce de gloubi-boulga absurde qui ressemble vraiment à rien, où tout le monde fait vraiment n'importe quoi. On voit Jason Momoa et Jack Black qui hurlent littéralement pendant 1h30. Jack Black qui était déjà dans la nouvelle version de Jumanji, dans Mario, jeu vidéo. Et dans Super Mario. Et dans Super Mario. C'est Bowser. Il joue Bowser dans Super Mario. Oui, voilà. Ouais, alors honnêtement, l'adaptation de Super Mario est bien supérieure à celle de Minecraft. Hein. Alors que c'est le même scénario plus ou moins, c'est des mecs qui viennent, dans Super Mario aussi, ils venaient du monde réel pour aller dans le monde imaginaire. T'avais été très fâché contre Super Mario. C'est odieux Super Mario. Oui. Ah ouais, non mais là t'es loin. C'est ailleurs là. C'est vraiment ailleurs. C'est-à-dire que c'est en fait c'est un niveau de foutage de gueule et de battage de couilles qu'on n'a pas vu depuis très longtemps quoi. C'est vraiment Côte de la semaine. Non mais c'est vraiment d'un cynisme absolument scandaleux. Enfin c'est choquant quoi. C'est-à-dire que Minecraft qui est quand même un jeu vidéo qui est très intéressant, qui a une manière de créer des histoires et de faire des trucs et tout un univers visuel et vraiment vraiment brillant où à peu près n'importe qui en fait peut y trouver du plaisir et de l'amusement. En fait tout ça est tellement sous-exploité que c'est presque une insulte en fait aux gens qui apprécient jouer au jeu quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de mépris et que on a acheté une licence, on va la milquer et on en a rien à foutre des gens qui le font parce que Minecraft c'est pour les gamins donc on va faire un truc un peu pour les gamins et comme les gamins ils sont un peu cons on peut leur revendre de la merde quoi. Enfin c'est vraiment littéralement ça. Donc c'est pas. Enfin, si tu veux, moi je m'attendais à voir une nanarderie un peu conne, un truc un peu débile, où potentiellement on rigole et où un roller coaster, on passe pas forcément un mauvais moment. Mais là vraiment, c'est trop cynique, c'est trop méchant pour qu'on puisse se dire que ça va être que c'est un truc qu'on peut conseiller à qui que ce soit. Ce qui est fou en fait, c'est que derrière, on rajoute des espèces de vannes vraiment très très absurdes qui du coup m'ont fait marrer moi. J'ai rigolé peut-être 1 ou 2 fois dans le film, ce qui est pas non plus énorme, mais qui montre en fait que ils ont essayé de coller des trucs pour pouvoir ramener certains types de publics qui vont se dire en fait ils vont avoir à boire à manger dedans et donc en fait tout ça est à peu près l'inverse de ce qu'on devrait faire quand on fait du cinéma et même quand on adapte des jeux vidéo. Un jour on en parlera peut-être parce qu'il y a d'autres adaptations de jeux vidéo. L'adaptation de jeux vidéo ce serait un très bon mais là honnêtement c'est interdit, tout le monde en prison. Et beaucoup de monde en prison d'ailleurs, Yorin. Beaucoup de monde en prison, absolument, parce qu'ils sont 5 à être crédités au scénario. Et j'ai fait moi une petite recherche du nombre de gens qui sont passés à l'écriture et j'ai juste envie de vous lire la liste.
Chris Bauman, Hubel Palmer, Neil Widner, Gavin James, Chris Galetta, Alison Schroeder, Hess McElhenney, Rob McElhenney, Megan Amram, Kevin Bigel, John Francis Daly, Dana Fox, Anna Friedman, Jonathan Goldstein, Phil Augusta Jackson, Lauryn Kahn, Keira Mulroney, Michelle Mulroney, Aaron Nee, Adam Nee, Zach Penn, Simon Rich, Peter Sollett, Laura Steinel, John Spates, Oren Uziel et Ben Wexler. Voilà. Tu me donneras leurs adresses aussi, on va s'occuper d'eux. Tous ces gens-là ont contribué à un moment ou à un autre au développement et à l'écriture de ce film. Et c'est très étonnant. Moi, je pense, quand je voyais le film, je me disais qu'il y a une théorie du complot à élaborer à partir de ça. C'est qu'il y a des scénaristes, un peu des gens qui sont payés par des grandes boîtes d'IA pour faire ça, en fait, pour faire ce genre de... Pour qu'on se dise qu'en fait l'IA peut les remplacer. Tu vois, en fait, on les paye très cher. On leur dit, en fait, tu vois, on va te donner Minecraft, tu vas détruire ton propre travail. Tu vas détruire, en fait, mais comme tu vas pouvoir t'acheter 2 maisons à Malibu, finalement, tu vas écrire tellement de la merde que, en fait, ça va donner ça. Et les studios vont dire, franchement, si c'est pour faire ça, une IA pourrait le faire. Et en vrai, oui, c'est-à-dire qu'il y a un truc où tu regardes ça, tu te dis, mais déjà, ça commence par 30 minutes de prologue avec Jack Black en voix off qui dit « Salut, je m'appelle Steve, j'en avais marre de vendre des portes et quand j'étais petit, j'aimais aller à la mine. » Et t'es genre... Ah ouais, ça c'est un délire. C'est un gamin de 8 ans, son kiff c'est d'aller dans une mine. Ouais. Et il a pas le droit parce qu'il est enfant, ce qui est quand même bon. Émile Zola n'est pas complètement d'accord avec tout ce qui se passe. Incarner le créateur du jeu. Non, Steve c'est le... Non, en fait, c'est pas un jeu. Il débarque dans un univers parallèle qui est l'univers de Minecraft. Oui, c'est pas un jeu. Donc en fait, lui, il débarque et du coup, maintenant, ça devient le boss. Ça devient le boss de l'univers où il fait la même chose que toi et moi quand on joue à Minecraft. Il devient pas fasciste. Ici, il n'y a que les surtout que le monde te dit ici, il n'y a que la créativité qui gagne, machin. Pourquoi parce qu'en fait, tout ça est en fait enrobé sous une fable pour dire que la créativité, être créatif, c'est bien. Sauf que dans le monde dans lequel ils vont, il y a des zombies. C'est d'un cynisme atroce. La journée, c'est magnifique, il y a des petits moutons et des petites chèvres, mais la nuit, il y a des zombies, il y a des squelettes, machin. Comme dans le jeu d'ailleurs. Mais... Non, oui, d'accord, mais c'est nul du coup. Enfin, t'as pas envie de vivre là-dedans. Le mec est genre, oui, c'est formidable, c'est génial. Bah non, c'est horrible, c'est hyper dangereux, tu risques de mourir en sortant de chez toi. Enfin, c'est pas marrant, genre, je préfère revenir dans mon monde à moi. Bah oui. Et donc, non, enfin bref, le film absolument ni fait ni à faire et c'est honteux. C'est insultant, quoi. Vraiment, c'est insulteux. En parlant de drogue, je regardais la filmographie du coup de Jared Hess en me disant que je l'avais perdu depuis un petit moment et je découvre qu'il a réalisé l'année dernière Thelma la licorne. Le pitch, c'est Modeste Poney. Thelma rêve de devenir une star musicale. Bon, c'est alors mieux que Minecraft, hein. Modeste Poney. Écoute, je pense que c'est un film d'animation, quand même. Oui, quand même. Mais malheureusement, hein. Malheureusement. Trop de drogue. Non, mais c'est dommage qu'à une époque, il prenait des bonnes drogues, Jared Hess, quand même. Oui, enfin, après, moi, je suis pas très fan de Napoléon Dynamite, j'ai pas vu Gentleman Broncos. Mais moi, Gentleman Broncos, j'arrive pas à savoir. J'ai un. Tu vois, on parlait de. Oui, tu regardes l'affiche qui est très belle. Mais on dirait un jeu vidéo Kellogg's des années 2005. Mais Gentleman Broncos, en fait, c'est un film sur lequel je me suis tapé un énorme délire avec une de mes amies. Et ensuite, on l'a montré à un de nos potes en lui disant, tu vas voir, c'est hyper drôle. Le mec n'a pas rigolé une seule fois et on s'est dit, genre, est-ce qu'on était bourrés la première fois? Bah oui, c'est déjà même Napoléon Dynamite, c'est très culte, mais c'est très très bizarre. Enfin, mais moi, je préfère Gentleman Broncos. Il y a vraiment des répliques qui me poursuivent. Et sinon, Minecraft. Minecraft, écoute. En fait, on a décidé de parler d'autre chose parce que c'était chiant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir. Et je suis pas sûre d'y aller. Non, mais voilà. Perdez pas. On le reverra dans genre 10 ans chez Laurent, mais fracassé. Genre vraiment dans de sales états, quoi. Il sera peut-être dans le flop, tu sais, mais genre décennie. On va parler maintenant d'une série qui s'appelle Le Studio. On écoute la bande-annonce. Being the head of Continental is the only job I've ever wanted. Yeah, I'm honored, obviously, to be one of the people that gets to choose, which movies get made and which ones don't. That's huge. Donc being the head of Continental. Le studio est diffusé sur Apple TV+. Et donc sur Canal+, pour nous, modestes français, Canal+. Et dedans, Seth Rogen, donc, qui est aussi un des créateurs de la série, incarne Matt Remy, qui est le nouveau directeur de Continental Studios, qui est une société de production en difficulté. On va d'abord faire un petit tour de table de vos avis sur le studio, les premiers épisodes que vous avez vus, avant d'élargir à notre focus du jour, qui sera sur l'audiovisuel quand il parle de lui-même. Alors, le studio Alban, qu'est-ce que ça vaut ?
Moi j'ai adoré en tout cas les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça vraiment génial, et pourtant sans trop empiéter sur le focus, je suis pas forcément la cible du cinéma qui parle de lui-même, et en tout cas du monde de l'audiovisuel, parce que j'y travaille pas forcément, et en fait je suis pas forcément attaché à ce genre de propos. Quand tu travailles, moi je t'avoue que j'ai pas forcément envie de voir mon taf. Ouais, mais il y a plus peut-être des ficelles que tu vois et moi que je vois moins, et typiquement sur ce genre de série en fait ça s'adresse pas uniquement aux initiés, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, et je trouve qu'il y a un côté pour une fois vraiment très drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça hilarant, et ça m'a même fait penser à vraiment des conneries qui moi m'ont fait toujours marrer, genre Dodgeball ou des trucs comme ça, tu vois. Mais vraiment une vibe un peu Vince Vaughn, Ben Stiller de l'époque et tout ça. Et je trouve qu'en même temps c'est très malin, parce que ça dit aussi quelque chose du milieu du cinéma, et il y a aussi une vraie passion du cinéma qui est transmise à travers ces 2 premiers épisodes, en tout cas, qui moi m'ont beaucoup plu pour l'instant. Yuri ? Je suis complètement d'accord. J'étais très dubitatif au début, et puis en fait, je me suis laissé complètement embarquer par le pilote, qui est quand même assez génial en lui-même. C'est un petit bijou, je pense, où le principe de l'épisode réside dans le fait que les mecs chopent les droits pour faire un film sur Kool-Aid, qui est une espèce de boisson. Enfin, c'est un soda, qui est une espèce de soda, etc. Qui est connu pour une pub en fait, pour un mec qui joue le soda. Voilà. Et en parallèle, donc le personnage joué par Seth Rogen veut signer le prochain film de Martin Scorsese, et il se trouve que le prochain film de Martin Scorsese est une espèce de tuerie de masse de Jonestown qui en réalité par hasard s'est soldé par le fait que tout le monde a bu du Kool-Aid et en mort en faisant ça, donc il essaie de combiner les deux. Du Kool-Aid avec du poison, ils se sont suicidés, c'est un pacte de suicide. Et du coup, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Et du coup il combine les deux, ils disent genre Martin Scorsese va faire le film Kool-Aid, et juste cette séquence là est assez géniale où il hurle dans le studio genre I got Martin Scorsese to do the Kool-Aid movie, comme ça. Et donc voilà, et c'est assez brillant, assez pétillant, en effet assez accueillant aussi, parce que je pense que ça, non seulement ça parle du monde du cinéma, etc., mais c'est un intérêt supérieur, c'est que ça parle de nous, enfin ça parle aussi de notre rapport au cinéma, au film, à la consommation de médias divers et variés en général, du fait que qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, pourquoi on regarde ça, pourquoi en fait les gens qui produisent ça produisent cette merde, en fait c'est un peu ça le propos aussi de la série, et pourquoi quelque part tout le monde est pris dans un engrenage et dans un système dont la série choisit de rire, mais qui en fait est extrêmement bien montré et assez réaliste, et qui représente plutôt bien non seulement le métier de producteur, de réalisateur, etc., en le caricaturant, mais aussi nous, notre perception de spectateur de ce qui arrive sur nos écrans. Et en ce sens, je trouve que la série arrive à bien jongler entre les deux, et je pense à être universelle. Rita, tu partages l'enthousiasme d'Alban et Yuri ? Oui, clairement. Alors déjà, c'est du Rita-core à fond. Ouais, voilà, maximum. Franchement, rien que personne n'est déjà, surpris. Dans le deuxième épisode, il y a la réalisatrice Sarah Polley, qui est réalisatrice de plein de jolies choses, notamment un film qui s'appelle Take This Waltz, dans lequel elle joue Seth Rogen. Moi, c'est un de mes films préférés, alors qu'il est vraiment, vraiment très niche. Donc rien que de la voir, j'étais trop contente. J'adore Je me suis demandé, pendant tous les 2 épisodes, est-ce que c'est vraiment une série qui peut plaire à des gens qui sont pas la tête dans ça tous les jours. Et je trouve que ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec le fait de travailler ou pas, c'est vraiment être un nerd sur cette industrie. Genre quand on a parlé des Oscars, le fait que la série est très pointue. Voilà, c'est ce que je me disais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blagues, je trouve. Enfin, des blagues sur A24, des blagues sur un jet privé, enfin plein de choses comme ça. Et je me suis demandé si ça pouvait quand même faire rire. Et j'en ai parlé à mes beaux-parents qui sont pas du tout dans ce genre de délire. Et ils ont adoré, ils ont trouvé ça hyper drôle. Donc c'est ma caution que c'est pas trop non plus que du Rita-core. J'aimerais juste noter que David Krumholtz joue le rôle d'un agent qui est très obsédé par la question des juifs à Hollywood dans un des épisodes. Et ce mec, il était dans 10 Things I Hate About You, et depuis, je l'ai pas revu, et j'étais trop contente de le voir. Il est génial. Attends. Bah ouais, c'est le meilleur ami dans 10 Things I Hate About You, c'est celui qui présente le lycée. Waouh. Ouais, voilà. Je l'ai reconnu direct, mais j'ai revu le film il y a pas longtemps aussi. Donc, Moi, c'est un second couteau qu'on a vu plein de fois. Pas mal à la télé aussi aux États-Unis. Ok, en tout cas, moi je l'avais pas revu, j'étais trop contente de le voir avec une barbe, quoi. Un adulte finalement. Laurent, tu n'as toujours pas de barbe ? Non. Non, non. Toi aussi, le studio, c'est un peu du Laurent encore. C'est un peu ma cam, et je trouve que ça marche bien. C'est vraiment drôle. On l'a pas dit, mais en fait, surtout le deuxième épisode, mais même dans le premier épisode, c'est des films qui sont quasiment tournés en plan séquence. Oui, le deuxième épisode est un plan séquence complet. Et le premier, une suite d'un plan séquence. Le premier, il y a 3-4 plans séquences ou 5, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une suite de plans séquences. Donc c'est vrai que en termes de visuel, il y a une certaine maestria, et en fait,
tout va bien dans l'ensemble. On sent que c'est vraiment des gens qui avaient envie de le faire et qui aiment leur sujet et qui sont donnés pour faire un truc qui a vraiment de la gueule. Moi, j'ai un peu plus peur quand même que toi, Rita, que ce soit hermétique quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où en fait il y a des vannes sur le fait qu'on discute du contrat, de trucs, de détails du contrat et de revenus et de machins comme ça qui sont quand même, à mon avis, un peu vénères pour le commun des mortels. Ils n'ont pas forcément besoin de comprendre tous les tenants, les aboutissants, mais c'est vrai que c'est quand même un peu... comme dans une série légale en soi. Il n'y a pas de private joke en fait. C'est ça, en vrai, dans une série légale, tu comprends pas tout. Par exemple, quand Seth Rogen débarque pour discuter avec son ancienne patronne qui s'est fait virer et qu'il essaie de lui donner un contrat en disant je te propose X millions pour pouvoir avoir le droit d'avoir des first look deals, etc. Je sais pas si tout le monde va vraiment comprendre le délire. Tu comprends à peu près le concept. Il y a une négociation en vrai. Toujours est-il que moi j'aurais un tout petit peu peur que ce soit un poil hermétique, mais en effet je suis d'accord, c'est pas ça se regarde pas le nombril de manière gênante. Il n'y a pas un truc complètement exclusif sur ce domaine-là. Non, moi la vraie peur que j'ai, mais je trouve que sur les 2 épisodes pour le moment ça va, c'est que j'ai pas trop vu de fil rouge pour le moment se dessiner et que j'ai peur que ça s'essouffle un poil. Il y en a pas trop parce que c'est du 30 minutes donc c'est. Ouais, mais tu vois, j'ai peur qu'en fait au bout d'un moment ça tourne un tout petit peu en rond et qu'on n'arrive pas à vraiment aller plus loin. On a vu que 2 épisodes, il en reste encore pas mal. Si ça se trouve ça va être génial de bout en bout, j'en sais rien. Mais moi c'est un des trucs que j'ai vu sur les 2 premiers épisodes. Je me suis dit si ça continue comme ça, j'ai un petit peu peur que ça s'essouffle. On va voir ce que ça donne. C'est pour apporter un petit. C'est pour apporter un petit bémol parce qu'en fait c'est quand même vraiment bien. Bon, tout le monde est très emballé par le studio, mais c'est pas le cas de tous les films et séries qui parlent du monde de l'audiovisuel. Petit son du focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Je me tourne comme souvent vers le docteur Alban. Il en peut plus. Qui va nous faire le petit point histoire sur ces films et séries. Alors ça va être un mélange entre point histoire et surtout point de définition pour pas qu'on s'en mêle trop les pinceaux. Et réduire un peu le sujet, ouais. Ouais, parce qu'en fait si on commence à parler de mise en abîme et de film dans le film, en fait ça n'a pas été inventé par le cinéma, ça a été dans la littérature, à chaque fois qu'il y a eu un art, ça l'a fait dans la peinture, l'art pictural, la photographie, tout ce qu'on veut. Bref, et en fait il y a plusieurs aussi types de mise en abîme, en tout cas de cinéma qui va se raconter par lui-même. Et le but c'est d'essayer de dresser une sorte de panorama pour justement préciser de quoi on va parler après. Le premier, en fait, le plus commun, en tout cas ce qu'on voit le plus au cinéma, c'est souvent des réalisateurs soit qui se mettent en scène eux-mêmes, soit qui mettent en scène leur propre alter ego à travers un film pour parler de leur propre vision du cinéma. Donc on va voir ça chez Fellini, on va voir ça Truffaut par exemple avec La Nuit américaine, ou Passion de Godard, ou Andrzej Wajda, enfin il y en a plein, on peut pas tous les citer. Almodovar ou etc. Et en fait c'est énormément ce genre de mise en abîme qui est le plus développé au cinéma. Ensuite on va avoir un deuxième type qui est là clairement un genre cinématographique tel qu'il a été défini, sur lequel va revenir Rita aussi, c'est le cinéma hollywoodien, donc le cinéma sur Hollywood, avec des films comme Chantons sous la pluie, même certains films de David Lynch, avec des films de Sidney Lumet, etc. Enfin il y a énormément il y a presque un genre cinématographique à part entière sur Hollywood qui se raconte lui-même, avec cette idée d'ériger Hollywood en mythe et en même temps faire une critique, mais une critique plus récente de ce que peut être le système hollywoodien, mais toujours avec l'idée que en fait la vision de leur cinéma et la vision du monde, c'est une vision qu'ils partagent en tout cas à Hollywood. Donc on est forcément sur un truc qui est un petit peu renfermé sur lui-même. Et ensuite on va avoir des mises en abîme un petit peu plus soit des citations de nos propres films, enfin d'un réalisateur qui va citer ses propres films, ou d'un réalisateur qui va citer d'autres films. On a souvent des films où on a un film à l'intérieur d'un film, et soit le film va être annonciateur de quelque chose dans l'ordre narratif, dans le récit, ou alors ça va être simplement des références ou des clins d'œil. Il peut y avoir énormément de choses, ou alors on va avoir vraiment des films un peu plus rare, mais là je pense par exemple à la Rose pourpre du Caire, où le cinéma va être une sorte d'agent de la narration et va permettre au récit à la fois de se démêler et de créer de la dramaturgie entre les personnages. Oui, dans la Rose pourpre du Caire, c'est un personnage d'acteur qui arrive, qui sort du cadre et qui y a une histoire d'amour entre une spectatrice et cet acteur qui va sortir du cadre, qui est par ailleurs un très beau film. Et ensuite
Voilà, nous on va parler vraiment de la production, l'audiovisuel qui va se mettre en scène lui-même à travers la production, la réalisation d'un film, qui est un genre particulier. On a des séries de plus en plus qui parlent de ça. Je pense notamment à une série dont j'ai oublié le nom. C'était plus une télé-réalité, The Curse. Je sais pas si on... Ah, The Curse. Alors The Curse, c'est une... Oui, honnêtement, si, ça marche. C'est pas de la fiction qu'ils sont en train de faire, c'est plutôt une sorte de télé-réalité. Ouais. Et dans ce cas-là, on pourrait effectivement aussi parler de culte en France sur les coulisses du Loft, mais c'est vrai qu'il y a un truc très 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 méta dans The Curse, puisqu'en fait on les voit de temps en temps, ils sont pas filmés, ils sont obligés de refaire la scène, etc. Il y a une vraie réflexion sur le dispositif dedans. Voilà, et enfin du coup ça on met un petit peu à part, mais moi j'imagine que notre focus va concentrer sur ce genre de film, sur par exemple le film Netflix Monk de Fincher, où là on est vraiment l'idée d'un personnage et de la production d'un film, ou de Babylone, ou vraiment on va assister à la réalisation de plusieurs films et au mythe d'une actrice ou d'un acteur. Enfin voilà, et effectivement ceux qui en parlent le mieux et ceux qui l'ont plus fait, c'est je pense le cinéma hollywoodien. Et Babylone qui est du coup le dernier film de Chazelle. Damien Chazelle. Tu voulais nous parler de ça à Hollywood, Rita. De ça à Hollywood ? Des films. Ah, pardon, non, pas de Babylone spécifiquement. J'étais là, ok, on va faire un focus Babylone, mais on peut. Oui, je voulais parler en fait. Non, on recommence pas ce débat. Non, je voulais notamment parler, en fait, déjà faire une mini distinction avec notamment, il y a beaucoup de films sur la découverte et l'amour du cinéma, ce qui fait sens puisque les cinéastes souvent sont tombés amoureux du cinéma et c'est pour ça qu'ils ont voulu en faire, comme Cinéma Paradiso. Comme Bonello, de Pléchin récemment. Ouais. Exactement, Cinéma Paradiso, The Fabelmans, Belfast, qui est une horreur de film, et pas les deux premiers. Comme Cinéman de Yann Moix, qui refait beaucoup penser à La Rose pourpre du Caire, mais à l'inverse. On peut se concentrer sur plutôt genre Fabelmans, qui est un très beau film. Voilà, de Cinéma Paradiso aussi beaucoup. Ouais. De fait, comme tu le disais, Alban, dès qu'on a un art, forcément les artistes, ils aiment bien se regarder souvent, c'est logique, ça fait partie du taf, et de se dire que ce qu'ils font, c'est la plus noble chose qui puisse être faite. Sauf que dans le cinéma, vu que c'est un art qui est quand même beaucoup backé par la finance, la production, le côté vraiment plus business, il y a forcément une tension qui a donné lieu à des idées de cinéma aussi assez rigolotes, puisque c'est quand même toujours très drôle d'analyser comment est-ce que les artistes sont bridés par les financiers, comment les financiers sont toujours plus intelligents que les artistes qui sont des idiots. Je caricature évidemment. On adore se représenter et surtout je trouve qu'on adore enquêter comme dans un roman à clé. Là par exemple, Seth Rogen a dit que pour The Studio, il a reçu énormément de courriers de globalement tous les exécutifs hollywoodiens qui lui demandent qui est censé représenter qui. Et c'est la même chose pour 10%. Les gens cherchent à savoir quels agents sont qui. Est-ce que les acteurs qui se jouent leur propre rôle sont vraiment comme ça dans la vraie vie? Ça c'est un kiff qui se retrouve dans n'importe quel roman à clé ou film qui on sait adapté de quelque chose de plutôt réel. Après, je pense qu'il y a un côté un peu cynique malheureusement quand il s'agit du cinéma en particulier, parce que autant un photographe qui prend des photos de photographes, c'est pas forcément, ça peut être une critique ou ça peut être pour montrer que c'est super. Au cinéma, quand on fait de la critique du cinéma, par exemple Chantons sous la pluie, qui est un de mes films préférés, ça reste un film de studio, ça reste un film qui a été fait dans des conditions de studio, c'est pas une réelle critique parce qu'in fine, on loue les louanges de la beauté du cinéma. Et c'est souvent un peu le cas avec ces films-là. En fait, c'est des films qui, quand ils sont tournés vers une institution pour la critiquer, mais qui sont financés par cette même institution, nécessairement, c'est pas la plus grande des satires. Et alors certes, c'est du cinéma, donc c'est pas très grave, c'est pas comme si c'était des journalistes qui faisaient la critique du journalisme en étant payés par des journalistes, même si ça arrive. Quoi ? Non. Ah pardon. Mais en tout cas, dans le cinéma, ça arrive quand même assez souvent d'avoir des critiques qui sont financées par les mêmes personnes qui sont critiquées. Par exemple, dans Apple TV qui finance The Studio, il y a quand même une blague dans la série à un moment, que je vous spoil, mais c'est vraiment une blague, où Martin Scorsese dit tu aurais dû me laisser aller vendre mon film à Apple, j'aurais dû commencer par ça. Bon, les gars, faites moins obvious, c'était très rigolo, mais enfin quand même. Mais ça me fait penser à ce que disait Valentin en critiquant Culte, au moment où on avait eu le débat, où il disait si c'était vraiment subversif, ce serait pas sur Amazon. Exactement. Alors, tu vois, pour moi, c'est encore plus grave sur la télé-réalité parce que ça a des vraies problématiques éthiques. Bon, là, Sunset Boulevard, typiquement, à sa sortie, enfin, pendant sa production, il y a des gens qui ont essayé de faire arrêter la production du film parce que, en fait, on s'est dit, le mec, il va critiquer tout ce qu'il a fait construire et fait Billy Wilder, tout ce qu'il a fait devenir la star qu'il est devenu. De fait, quand Sunset Boulevard est sorti, on a quand même une promotion au fait que le film est super. Donc, quand le film est super, il gagne quand même des Oscars après, et Laurent reviendra là-dessus. Mais quand c'est des vraies critiques, on a souvent des gens qui essayent au départ, des vraies critiques méchantes en fait, qui disent quand t'as plus de 50 ans et que t'es une meuf, tu tournes plus, il y a de la corruption là-bas aussi, il y a du népotisme,
mimétisme, de l'entre-soi, machin. En tout cas, il y a des très beaux films qui en sortent, par exemple 8,5 de Fellini, qui est quand même un film splendide, pas du tout hollywoodien certes, mais sur l'artiste face à sa problématique de faire de l'art. Et voilà, je trouve que c'est rarement des vraies satires, ce genre de film, c'est plutôt des gentils tapes sur la main ou sur le dos mignonnes. Non, mais parce que aussi les gens qui le font, c'est un peu un problème de chambre d'écho, c'est-à-dire que quand on fait des films et qu'on veut écrire des films et qu'on veut, on veut continuer à en faire. En fait, c'est déjà et puis même surtout en fait, je pense que les gens qui font des films sur Hollywood, c'est parce que ils parlent de ce qu'ils connaissent. Et donc en fait, quand on évolue dans ce milieu complètement, on finit par parler de ça parce qu'on est soi-même complètement dedans et qu'on trouve que, en tout cas, que c'est très intéressant. Est-ce que les gens trouvent que c'est très intéressant suffisamment, en tout cas, pour que les films soient financés, mais... Et de fait, on fait pas ces films-là non plus. Enfin, même si c'est des satires, c'est plutôt pour rire ensemble ou en tout cas se moquer de certaines choses, mais c'est pas non plus des critiques acerbes, puisque de fait, c'est une industrie artistique. C'est pas un truc, c'est pas le documentaire sur le procès libyen Kadhafi et Sarkozy. Je veux dire, c'est pas grave si c'est pas une vraie critique acerbe de l'endroit, parce qu'in fine, ils sont tous quand même très contents de créer des films après. Je pense que deux studios s'en détachent parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les studios se demandent s'ils feront encore des films, mais je trouve ça quand même vachement intéressant, et je voulais noter des exemples de trucs un peu plus loufoques, genre de Disaster Artist, Disaster Artist, je sais plus parler, qui est un film de feu James Franco sur comment un mauvais film peut se faire, ou des trucs comme sur le backstage de The Room, de Room, ce grand film. Mais il y a de très bons et de très mauvais exemples c'est une catégorie très vaste de cinéma, parce qu'effectivement les cinéastes aiment bien se regarder le nombril, mais c'est quand même des films qui peuvent être très très kiffants à regarder. Oui, et surtout comme tu l'as dit, qui peuvent être aussi différents que essayer d'en faire une critique, ou juste effectivement être dans un objet de célébration, effectivement de construction d'un mythe. Yuri, toi tu voulais nous parler de dramaturgie de ces films qui racontent le cinéma. Parce que déjà c'est intéressant, parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de films qui font la satire, la critique, etc. Donc on voit que quelque part, ça nous oriente un peu vers le registre souvent de la comédie, et The Studio en est un parfait exemple. Mais en réalité, et je pense que ça rejoint aussi ce besoin des cinéastes de parler de leur métier et des gens du cinéma de parler de leur métier, c'est que quand on fait des tournages, pour quiconque a déjà un peu mis les pieds dedans, ou si vous n'avez jamais fait un tournage, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, qui bouffe la tête de tout le monde pendant 2-3 mois, et du coup c'est des expériences qui sont hyper intenses. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de non, c'est pas plus extraordinaire que ce que vit la majorité des gens, mais c'est sur un temps tellement plus resserré, où d'un coup la moindre des petites conneries a de l'importance, parce que en fait retourner un plan ça coûte de l'argent, mais oui, mais donc si on n'a pas le soleil qu'il faut au bon moment, ça rallonge de 10 000 € la journée, mais donc ça veut dire qu'on peut pas avoir tel comédien qui doit prendre son avion parce qu'en fait il joue au théâtre le soir, et en fait tout cet enchaînement là de trucs fait que ça crée de facto une dramaturgie de choses qui, de fil en aiguille, sont absurdes. Et c'est ce qui est bien montré dans l'épisode 2 de The Studio. Exactement. Ouais. T'as des expériences personnelles à nous faire partager? Mais en plus, c'est pas que des expériences personnelles, en réalité, les tournages se passent comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a une espèce de notion de vouloir aussi partager ça, de cette expérience qui est tellement intense, tellement, en fait, qui est en réalité assez particulière, où tout le monde est fou pendant 3 mois dans un endroit extrêmement réduit, et du coup ça crée aussi forcément une forme de dramaturgie avec des archétypes. Et tu parlais de Rita, de satire et tout ça, et en effet t'as le producteur qui est souvent le mec qui vient faire chier parce que voilà, il y a trop d'argent qui est dépensé, le réalisateur qui s'engouffre dans sa vision jusqu'au boutiste et qui ne voit pas la réalité de la chose, les jeunes stagiaires qui veulent monter la hiérarchie, qui du coup vont aussi se perdre un peu dedans. Enfin, il y a tout un tas en stagiaire à Juliette Gasquet dans Fiasco. Voilà, exactement. Et du coup, il y a énormément d'archétypes comme ça que vous allez retrouver dans à peu près n'importe quel film qui raconte les coulisses du cinéma, et c'est ce qui en fait aussi un genre à part entière, c'est qu'on peut l'identifier par ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, la meilleure scène pour moi en tout cas de Babylone, c'est justement avec l'arrivée du son, où ils essaient de tourner une scène, et justement avec plein d'impératifs de mise en scène, etc., ce qui donne en peut-être la plus belle, la scène la plus en tout cas maîtrisée de Babylone. Où l'actrice meurt, je crois, il y a pas. Oui, le mec meurt parce qu'il est enfermé, il a trop chaud dans la cabine. Enfin, bon, c'est pas la seule super scène de Babylone. Qui vient de Chantons sur la pluie, cette scène. Enfin, il y a exactement la même scène. J'adore Babylone, mais.
Mais je pense que c'est même un hommage, c'est complètement assumé. Bien sûr, tout le film est un peu. Tout le film est un hommage. Mais j'allais dire après sur le point d'entrée dramaturgique, typiquement, et je pense que c'est le succès, par exemple, d'une série comme 10%. On a envie de voir ça aussi, ouais. C'est l'idée que il y a beaucoup de gens qui travaillent pas dans le cinéma qui ont envie de comprendre comment ça se passe derrière le rideau. Et pour le coup, l'idée de se dire qu'on va chercher des agents qui sont quand même genre les gens. Personne, je pense, qui travaille dans ce milieu comprend très bien ce qu'ils font, etc. Et de rentrer vraiment par leur petite porte à eux, qui en fait, eux aussi, sont finalement beaucoup dans des bureaux et beaucoup backstage et en coulisses. C'était assez malin. Et je pense que le succès de la série tient à ça. Tu voulais dire quelque chose, Émile ? À mon avis, cette série-là, elle découle quand même de l'existence, disons avant, d'entourage. Bien sûr. Le personnage de Jamie Given était vraiment le centre un petit peu de. Mais ça rejoint la même idée. Mais ce que j'ai dire, et c'était pour donner aussi la parole à Laurent ensuite, c'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans le parcours de la série 10%, c'est qu'au départ, c'était une série qui devait se faire sur Canal, et où visiblement, l'équipe éditoriale avait vraiment poussé la série à être beaucoup plus cynique, méchante, mordante sur le milieu du cinéma. Ils n'ont pas trouvé de terrain d'accord, et la série ensuite, et ça arrive de temps en temps, en fait, la série a été récupérée par France Télé, et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et je me dis, je suis pas sûre qu'une version de 10% beaucoup plus méchante et critique aurait eu le même carton, parce que la réalité, c'est que 10%, la raison, je pense, pour laquelle ça a trouvé écho chez les gens, c'est que ils ont trouvé le juste milieu entre montrer une certaine réalité et en même temps continuer de faire rêver les gens en mettant, enfin voilà. Et en fait montrer la passion des gens qui sont dans ce milieu-là, parce qu'en fait c'est toujours fédérateur, en fait, des gens qui sont passionnés et qui ont envie d'être là, parce que la réalité, c'est comme beaucoup de ce genre de métiers créatifs, ou en tout cas les gens qui sont en coulisses, c'est souvent des gens qui sont passionnés. Enfin, je veux dire, un chef décorateur qui peut passer des heures à t'expliquer pourquoi tel papier peint n'est pas le bon, et qui refusera que le shot se fasse parce que c'est pas le bon papier peint. Je veux dire, pourquoi, enfin, les gens qui bossent dans la musique, s'ils sont là pour l'argent, ils se sont trompés. Tu vois, et dans le cinéma, globalement, sauf ceux qui ont vraiment réussi à s'en sortir, à être très haut, comme dans The Studio, où ils sont à des places très élevées, si c'était vraiment que pour gagner de l'argent, il aurait fallu faire autre chose, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi à mettre en scène. Moi, en fait, je voulais vous parler d'un truc qui n'avait rien à voir avec ça. Non, mais c'est parce que je parlais du fait que 10% était une série qui avait marché, et bien sûr. Typiquement, Fiasco, en revanche, n'a pas trop marché, et je voulais te lancer sur mais le sur marché. les séries, c'est un peu autre chose, je vais en parler un peu après, mais moi, j'ai d'abord essayé de voir, en fait, si ce genre de film et de série, ça marchait auprès du public, si c'est une recette qui fonctionne, etc. En fait, c'est très difficile, voire impossible, que quelqu'un qui a vraiment des solides connaissances en informatique et qui a accès à des bases de données très très pointues et c'est très bien faire marcher Excel, pourrait probablement faire une analyse très poussée de savoir si oui ou non ça marche ou ça marche pas, mais moi malheureusement je n'en ai pas la capacité, donc j'invite nos auditeurs les plus geekos à nous faire un travail de statistique de très haut niveau, histoire qu'on puisse savoir si oui ou non les films qui parlent de cinéma et les séries qui parlent d'audiovisuel aussi d'une manière générale, ça marche. Mais globalement, en fait, avec mes moyens limités, le pifomètre, ce qui saute aux yeux, c'est que des films qui parlent de cinéma et des séries aussi, il y en a plein, enfin en particulier des films, et il y en a vraiment de toutes sortes. T'as des blockbusters qui ont très bien marché, comme Tropic Thunder qui a quand même plutôt bien marché, des blockbusters qui sont complètement Tropic criminel en français. Non, Tonnerre sous les tropiques. Tropic criminel, c'est sur TF1. C'est sur TF1, c'est une série TF1. Je pense que ça n'a rien à voir. Il y a des blockbusters qui sont complètement vautrés, comme par exemple Last Action Hero, qui est des années 90 avec Schwarzenegger, ou Babylone, qui était un énorme blockbuster et qui s'est complètement vautré. Il y a des films indés qui se sont totalement vautrés. On peut penser à Map to the Stars de Cronenberg, ou alors surtout Inland Empire de David Lynch, qui a plutôt été un échec. Oui. Après, le film est un peu culte et tout, mais ça s'est vautré. Enfin, quand on regarde. Bien sûr, mais il y a aucun. Après, ces films de David Lynch se vautrent, mais enfin, tu vois. Tonnerre sous les tropiques, du coup, c'était vraiment un gros carton. Ça a été plutôt un gros carton. C'est pas un énorme carton, mais ça a quand même vraiment bien marché. Je sais plus, mais ils ont fait x2 quoi sur leur. Mais il me semblait effectivement qu'il y avait eu un petit buzz à la sortie. Il y a des films indés qui ont cartonné, comme The Artist en France, qui a vraiment pour le coup très surperformé. Il y a des films qui sont devenus légendaires. T'as Chantons sous la pluie ou même La Nuit américaine en France. Des films qui sont totalement oubliés, comme May December de Todd Haynes. Non, en fait, je déconne, je dis ça surtout pour troller Rita. Le film c'est vautré. En fait, le film c'est vraiment vautré par contre aux US. Oui, il a pas été nommé aux Oscars. Et il a pas marché de ouf en France, mais en vrai c'est pas un bide absolu, en tout cas chez nous. Contrairement à mon vrai exemple, un film qui s'appelle La vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre, qui est un film totalement invraisemblable, qui a fait 5000 entrées en France, que moi j'ai vu aussi, on est deux, que j'ai vu au cinéma à l'époque. Tout le monde l'a oublié. C'est un film. Tu l'as réalisé, non? C'est un film assez incroyable. Non, c'est Michel Muller qui l'a réalisé. Michel Muller qui est un humoriste.
Non, c'est le titre. Michel Muller, La vie de Michel Muller est plus belle que la vôtre. C'est un film réalisé par Michel Muller, qui était un humoriste des années 90-2000, un peu canal, extrêmement bizarre. Qu'est-ce qui se vient ce mec il a joué dans pas mal de productions Besson dans les années 2000. Wasabi, tout ça. Wasabi. Ils ont l'air de maîtriser le sujet. Et il a joué son dernier rôle dans lequel je l'ai vu, moi, il a joué dans la saison 1 de Baron Noir. Un second rôle. Bref, en vrai, ce personnage est invraisemblable et ce film est fou. Et c'est justement lui qui essaie de monter un film. Enfin bref, il y a une carte blanche à faire sur ce film. Un jour, je m'y attellerai. Et donc bref, en gros, il y a un peu toutes sortes de films, des comédies d'action, enfin des films d'action, des comédies, des drames, des films trop chelous. C'est extrêmement éclectique et donc c'est assez difficile de faire des généralités. Et l'exemple le plus frappant, je trouve, c'est la carrière de Michel Hazanavicius, en fait, qui a fait un énorme carton avec The Artist, qui fait quand même 3 millions d'entrées en France, 133 millions au box-office mondial pour un budget de 13 millions, bon, qui était quand même un gros budget, mais quand même. Il a eu des tas de prix partout dans le monde, etc. Quelques années plus tard, il revient avec Le Redoutable, qui parle de la vie de Jean-Luc Godard, qui se vautre lamentablement, qui fait 130 000 entrées en France. Alors que c'est un super film. Alors que c'est plutôt un bon film. Je suis assez d'accord. Ouais. Il fait 11 millions de budget, 130 000 entrées, ou 135 000, je sais plus. Mais c'est très. Déjà, une catastrophe totale. Et en fait, quelques années plus tard, il revient avec un autre film sur le cinéma, avec un Coupé, le remake d'un film amateur japonais d'horreur, comédie d'horreur. Et lui qui est pour le coup vraiment dans le style film sur un tournage. Qui est vraiment genre film sur un tournage, etc., qui a quand même un budget de 4,8 millions, donc qui n'est pas un petit film, mais qui fait 287 000 entrées, ce qui est encore une période Covid, donc il y a aussi ça qui... non, avant, je crois. Non, c'est 2021. Ah oui, non, t'as raison, je confonds avec Le Redoutable, qui lui pour le coup n'est pas période Covid, mais qui s'est quand même full vautré. Et en fait, voilà, on a le même réalisateur qui propose des films qui sont vachement différents quand même, mais qui est sur des thématiques semblables et donc avec une patte aussi d'Hazanavicius qui est assez notable et qui font des résultats très 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 différents. Alors qu'en plus, il y avait la carte biopic pour Godard. Pour Godard, qui est quand même un personnage extrêmement connu, même au-delà du cinéma. Et que, alors, peut-être le côté parodique. Coupé, il y avait quand même un gros casting aussi. Ouais, avec mais j'allais dire, est-ce que c'est peut-être le côté parodique a dérouté des gens. En fait, le truc, c'est que voilà, c'est pas parce qu'on parle de cinéma dans un film que ça va marcher ou que ça va pas marcher. C'est assez difficile de faire des généralités. Et pour les séries, je dirais que c'est encore plus difficile à estimer parce que c'est en fait celles qui sont déjà, il y en a moins, et celles en fait dont on entend parler, c'est celles qui marchent au moins un minimum. C'est-à-dire que les autres, sinon, elles sont killées au bout du pilote. Pour aux États-Unis, parce qu'en France, on ne trie pas les séries. Après, on tourne pas de la même manière. Mais je veux dire, il y a quelques séries en général, ça passe sous les radars. Et en fait, on voit que c'est pas forcément un setting qui est hyper privilégié par rapport aux séries policières, par exemple, aux séries hospitalières qu'on voit absolument partout. Et il y en a quand même pas mal qui marchent. T'as 10% en France, on en a déjà parlé. Qui a été remaké partout, pour le coup. Qui a été remaké, etc. On parle. Émile a parlé évidemment d'Entourage, qui a cartonné, qui a fait presque culte, un phénomène, enfin qui est très culte. Il y a des trucs qui sont un petit peu moins, il y a des trucs qui ont un peu moins bien marché, comme The Deuce sur HBO. Alors c'est sur le cinéma porno, c'est un truc un peu particulier, mais c'est David Simon, le mec qui avait fait The Wire. J'ai pas vu la série, mais ça. Moi j'ai regardé le début. C'est intéressant, mais je dois admettre que j'ai eu un peu de mal à. Il y a eu 3 saisons. Il y a eu 3 saisons, ce qui est pas non plus un échec colossal, mais ce qui est pas non plus forcément la marque d'une grande réussite. Oui, c'est une série mineure pour David Simon. Voilà. Et ou par exemple pareil Extras, qui est une série de Ricky Gervais, qui a son public, qui a un côté un peu culte, mais pareil il y a que 2 saisons, c'est pas un truc qui a forcément énormément tourné et qui a un super carton. Et en fait je trouve que c'est difficile, enfin je pense que c'est difficile de faire ces généralités parce que contrairement à ce qu'a expliqué Yuri, pour moi c'est pas vraiment un genre, qu'il y a vraiment énormément de diversité et que le public le voit pas un peu comme ce truc de c'est le film qui parle du cinéma du moment qu'on va aller voir. Oui, mais est-ce que tu cites quasiment que des exemples de comédie? C'est-à-dire qu'il y a assez, tu cites quasiment pas des comédies. The Artist n'est pas une comédie. The Artist n'est pas une comédie. C'est chiant. Si quand même. Enfin, c'est un bon film. Enfin moi je trouve que c'est un bon film quand même. Mais c'est une comédie quand même. Enfin, tu vois, Inland Empire c'est pas une comédie. Mais d'accord, mais bien sûr. Last Action Hero c'est une comédie d'action, mais c'est vraiment un gros film d'action. Et un film. Oui, mais ça c'est une catégorie à part. C'est les films de David Lynch. C'est des films. Enfin tu vois, il y a et en fait. Cherche un film vraiment dramatique. Enfin tu vois, moi j'en trouve pas beaucoup. Vous en avez en idée? Ouais, aussi. Sur les tournages. Babylone, on t'entend pas, Émile? 15 jours ailleurs de Minelli avec Kirk Douglas, pour le coup, c'est vraiment un drame. Babylone, hein, c'est pas du tout une comédie. Oui, Babylone, en fait, il y en a. Mais donc, du coup, comme c'est pas un genre, on va pas se dire, tiens, c'est un film qui parle de cinéma, c'est celui du moment, on va aller le voir au cinéma. C'est forcément, en fait, ce qui va attirer les gens, ça va être autre chose.
Et donc ça va être et donc c'est comme on peut avoir aussi des films ultra chelous et en même temps des méga blockbusters. Bah en fait le public qui vont voir les blockbusters, ils vont aller voir les blockbusters qui parlent de cinéma aussi parce que ça peut rentrer dans leur intérêt avec le casting, avec potentiellement une espèce de, enfin tu vois la production value qui peut les intéresser, et des gens qui sont vraiment des trucs très indés, ils vont voir des trucs très indés qui parlent de cinéma parce que pourquoi pas dans l'absolu. Enfin je pense pas que ce soit un argument marketing très fort en tout cas. Mais est-ce que aussi le fait de faire une comédie, c'est pas une manière de se dédouaner de se regarder le nombril? Bah, enfin, en vrai, c'est toujours pareil. De dire finalement, tout ça n'est pas en train de trouver des vies. Ça permet un peu de se moquer de soi-même. Je pense qu'il y a forcément un peu de ça. Que c'est toujours très difficile quand on parle de soi, de faire des choses très sérieuses. C'est souvent pas très intéressant. Mais parfois, ça marche. Enfin, Babylone, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà. Peut-être que Vincent Cassel, un jour, il va faire un film sur lui. Et là, ça sera très sérieux. Non, mais par ailleurs, on peut notamment en France faire de la comédie tout en se regardant énormément de nombril, notamment Quentin Dupieux. Enfin, on en a pas beaucoup parlé, mais moi, j'ai pas vu Making of de Cédric Canon. C'est comment? Ça va. Ça, si, c'est ok. Je crois que Manon avait vraiment bien aimé. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Sur un tournage qui part en vrille avec Jonathan Cohen, un acteur fou. Mais tu penses à quel film de Quentin Dupieux? Bah déjà son premier court-métrage non-film, il me semble. Après, il y a eu même, je pense que réalité sur un mec qui essaye de faire un son pour le cinéma. Un son pour le cinéma, ou même le deuxième acte. Tu vois, par exemple, où il y a quand même beaucoup de films. C'est pas forcément exactement comme le même dispositif que dans The Studio, mais c'est quand même un gars qui parle beaucoup mais pas forcément de son cinéma, mais de comment on fait du cinéma, alors que c'est un film sur le papier, en tout cas pour non-film, très indépendant. Mais... Ouais. Oui, c'est quelque chose de très méta. Est-ce qu'il y a un film ou une série méta que vous avez envie de recommander, pardon? Imen, puisque tu n'as pas parlé. Pas parlé. Moi, tu avais quelque chose à ajouter d'ailleurs, peut-être? Pas spécialement. Moi, en fait, là, j'y pensais parce que je vous écoutais assidûment. Il y a 2 films en fait que j'aime, mais où je trouve ça étonnant, c'est que c'est des films où au début on se dit pas qu'on est sur, que le film parle de cinéma. Je pense à Douleur et gloire en fait d'Almodovar, où c'est justement dans le plan final qu'on comprend en fait qu'on a vu un film depuis le début. Et je pense aussi aux Herbes sèches de Ceylan, où c'est dans un plan où on comprend qu'en fait on est face à du cinéma. Et je crois que c'est ces espèces de petites surprises là qui moi m'ont surtout vachement marqué. C'est de se dire ok, donc là en fait je refais mon film quoi, et où je trouve que c'est brillant, et parce que justement on fout de la fiction, mais je sais pas, il y a un truc en plus qui moi m'intéresse, et après sinon j'avoue que moi je suis vraiment Map to the Stars à fond quoi, parce que justement ça assume le côté un peu glauque de ce que peut être Hollywood, de ce que peut être le cinéma. Sur les enfants, notamment, dans ce sur les enfants stars, etc. Et au moins, là, il y a eu un point d'accroche. Alors que c'est vrai que dans le cinéma français, au contraire, alors que pourtant, je pense que pendant longtemps, j'ai pu être assez friande de ce genre-là, c'est plutôt quelque chose qui, aujourd'hui, m'est un peu hermétique parce que, justement, trop nombriliste, trop bourgeois et trop sur la position intellectuelle de ce que c'est qu'être cinéaste que sur l'envie de fabriquer du cinéma pour autrui. Je te rejoins complètement. Moi, m'agace par moments. Je pense à Hors du temps. C'est pour ça que je te regarde, Alban. Hors du temps d'Assayas. Il y a Assayas. Bien sûr, il fallait bien un film que j'ai vu l'année dernière. Mais même sa série Irma Vep là, complètement. Qui est adaptée de son propre film, non? Ouais. Okay. Oui. Et de mon côté, je voulais parler de Postcards from the Edge, qui est un film avec Shirley MacLaine et Meryl Streep, qui est adapté de la vie de Carrie Fisher et donc de Debbie Reynolds, sa mère, qui jouait dans Chantons sous la pluie, qui est le deuxième film que je voulais mentionner. Et Postcards from the Edge, c'est un film sur pas tant sur c'est les behind the scenes d'une actrice plutôt, de comment est-ce qu'une actrice peut être foutue en l'air par Hollywood et la drogue, ce qui est vraiment arrivé à Carrie Fisher par ailleurs. C'est un très beau film qui, notamment, il y a une scène où Shirley MacLaine chante une chanson de comédie musicale et que je l'ai souvent en tête et je la revois souvent sur YouTube. Voilà. Et après, Chantons sous la pluie parce que c'est du côté moins triste mais beaucoup plus magie du cinéma parce que c'est trop bien Chantons sous la pluie. Bah ouais. Donc, j'ai l'impression que chaque focus on pourrait en parler. Ouais, c'est trop bien en même temps. Émile ? Je voulais réhabiliter Irma Vep quand même, le film, hein, pas la série, mais mais on parle de la série. On a critiqué la série et pas le film. Le film Feuillade, bien sûr. Le feuilleton. Non, moi c'était certaines scènes dans le film Sibylle de Justine Triet qui m'intéressent beaucoup sur le rapport entre acteurs et en fait jusqu'où va le désir simulé, où commence le vrai désir sur un tournage. Je trouvais que ces moments-là avec Adèle Exarchopoulos c'était vraiment très intéressant dans le film. Laurent ? Babylone. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah oui, moi, Babylone de Damien Chazelle, je trouve ça vraiment très très bien. Tu peux rien dire là, c'est fini. Félix, au montage, tu zoomes sur Laurent quand il dit ça, s'il te plaît. T'es très proche.
Parce que je suis un Rastafari. Non, plus sérieusement, oui, Babylone, j'adore, c'est génial, il faut absolument regarder Babylone, c'est un vrai chef-d'œuvre. J'ai envie aussi de citer Ed Wood de Tim Burton, qui parle justement de Ed Wood qui aurait réalisé le pire film de tous les temps dans Glen or Glenda, même s'il en a fait d'autres évidemment, Plan 9 from Outer Space entre autres. Alors qu'il n'a pas réalisé finalement. Glen or Glenda ? Non, je veux dire, Ed Wood n'a pas réalisé finalement, donc il n'a pas vraiment réalisé. Il n'a pas réalisé vraiment le pire film de tous les temps. Après, Glen or Glenda, c'est vrai que je l'ai vu, c'est vraiment un film extrêmement bizarre. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. En même temps, c'est ce titre, finalement, c'est terrible. Tu vois, il est... Mais déjà, si vous êtes dans des délires de grosses nanarderies chelous, je vous invite à vous intéresser à la filmographie d'Ed Wood, qui est quand même genre extrêmement bizarre. Mais en réalité, le film de Tim Burton est vachement accessible et pareil montre un peu l'amour du cinéma que peuvent avoir les gens qui en font, même s'ils n'ont pas d'argent et qui font n'importe quoi, et que c'est vraiment des semi-escrocs. Il y a quelque chose de communicatif et de touchant là-dedans, et je trouve le film très réussi. Alban ? Et ben moi, en préparant ce matin, je me suis rappelé, et c'est pas un film entier, c'est juste une scène que je trouve une scène ultra méta, mais qui m'avait énormément touché. C'est dans le dernier film posthume de Agnès Varda, Les plages d'Agnès. À la fin du film, elle fait porter... En fait, elle reparle de son premier court-métrage qui s'appelle La Pointe... c'est à 7, c'est un quartier... La Pointe Courte, exactement. Et en fait, elle avait tourné un court-métrage avec des acteurs non professionnels. Et les enfants de ces acteurs n'avaient jamais vu les bandes du film. Et en fait, dans le film, les deux acteurs portent une charrette en se regardant et en tombant amoureux. Et elle refait porter aux enfants de ces acteurs-là la même charrette avec un écran de cinéma où ils voient leurs parents porter la même charrette dans le film. Et je trouve que c'est un super beau geste de cinéma. Et du coup, je trouve que c'est la scène qui me reste en tête. Mais après, il y a plein d'autres films. J'ai adoré Cinéma Paradiso, par exemple. Yuri ? Bah moi je vais reciter Le Redoutable auquel j'ai pas pensé depuis longtemps, mais qui est un des films en effet que sur finalement à la fois arrête de dire finalement. Ah non, j'ai la chanson en tête. Finalement l'argent n'avait pas d'importance. Non voilà, c'est un film à la fois sur, je trouve, la légèreté très éphémère du cinéma, tout en célébrant son absurdité et pourquoi finalement ça en fait sa grandeur. Voilà. Très bien, et à défaut de conseiller Disaster Artist, le film, peut-être qu'on peut conseiller le livre qui est extraordinaire, bien sûr. Écrit par un des deux acteurs du coup de ce chef-d'œuvre qui est The Room. Merci beaucoup. J'ai rien cité moi. Qu'est-ce que je citerais ? Moi, je vais quand même. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? C'est celui qu'on a oublié. Ah bah ouais. Voilà. Ah bah complètement. Mais j'aurais quand même dit La Nuit américaine, parce qu'il y a quelques séquences, je l'ai vu assez jeune et je l'ai revu plusieurs fois, il y a quelques séquences qui me restent vraiment en tête sur des moments de galère de tournage autour de trucs, mais tellement petits, infimes, avec des acteurs qui vrillent complètement, enfin, des acteurs alcooliques, des acteurs qui commandent des modes de beurre. Oui. J'ai répété à Félix que tu as cité un film de François Truffaut dans tes films préférés. Il l'a pas vu. Ok. C'est pas bien de shamer les gens, de les call out comme ça. Ouais, de quoi ? Attends, c'est moi ? C'est moi qui call out ? Je vais me faire menacer en direct. Je rêve. Bon, on enchaîne sur une série, justement, Kaboul, bande-annonce. Les talibans sont entrés dans Kaboul. À la seconde où ils auront pris Kaboul, ils transformeront ce pays en enfer. Des milliers d'Afghans que vous avez abandonnés ? Dites-moi combien. Combien il y en a ? C'est nous qui sommes maintenant l'autorité suprême. Viens nous rejoindre à l'ambassade de France. Je peux pas m'en aller, papa. Je peux pas abandonner mon pays. Ils ont bossé pour nous. Leur vie est en danger et on est à Kaboul en 2021, à l'heure du retrait des troupes américaines. Les talibans entrent dans Kaboul et on suit l'histoire, non pas que, mais déjà d'une famille au cœur de ça. Imen, Kaboul, alors on va peut-être commencer par dire que c'est une coproduction entre 10 pays. Alors je me suis noté, il y a la France, la Belgique, la Grèce, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Islande. Et le dernier est coupé. Et il y a l'Italie normalement. Et bah du coup ça doit être l'Italie. Ouais. Qui doit être dans le lot. L'Afghanistan. Quoi ? Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des films en Afghanistan. C'est une série qui est créée par Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut et qui est disponible donc sur... Oui ? C'est le mec qui a fait Mercato ? Ouais. Oui.
Mais franchement, qui est disponible sur France Télé, qui a été faite dans le cadre de l'Alliance, donc c'est-à-dire un partenariat entre différentes chaînes. Là, on a eu l'abondance en français. En fait, elle est en anglais. En fait, toute la série est en anglais globalement, à part les personnes afghanes qui parlent entre eux. Sinon, les Français se parlent entre eux en anglais, les Italiens se parlent entre eux en anglais, et donc ce qui fait que pour moi, c'est un peu le problème de la. Mais en fait, je pense que ça, c'est une contrainte de production. Faudrait c'est une contrainte de production qui nous paraissent inacceptables quand même. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, mais c'est que je pense que des séries qui sont produites comme ça pour l'Alliance, en fait, selon les chaînes du pays dans lequel, qui mettent de l'argent et dans lequel ça va être diffusé, il y en a qui en fait vont vont regarder la série dans une langue totalement doublée. Et donc en fait, au lieu de faire un espèce de mélange qu'on pourrait voir sur Canal+ ou sur Arte où c'est toutes les langues, en fait, il y a un truc où globalement on tourne une langue et ensuite tout le monde double, parce qu'en fait, la réalité c'est que les gens sur France Télé, la très très grande majorité regardent. Pourquoi les gens en Dari, ils parlent Dari mais sur France Télé, ça va être diffusé sur. Oui, non, ça va bien sûr. Mais sur France Télé, ce sera en français. Donc, ce que je veux dire, c'est pourquoi pas faire une vraie version originale avec les gens qui parlent vraiment leur langue, c'est ça. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que on peut, je pense qu'en effet, il y a une question d'argent extrêmement problématique. Il y a une question d'argent et que c'est un petit peu plus simple de faire comme ça. Mais en réalité, avec un tout petit peu plus de volonté, ça aurait pu être fait. Là où je voulais en venir, c'est que c'est pas une décision créative des auteurs. Oui, c'est certain. Mais en fait, le problème, c'est que c'est absurde même pour eux, parce qu'en fait, ça fait que nous, je trouve qu'on passe à côté de plein de choses, et notamment des enjeux humains, parce que tout le monde se parle en anglais, et que donc ça ne fait pas de sens, et que donc même un mec au téléphone avec sa mère qui est complètement paniqué, qui vient de faire une crise d'angoisse parce qu'il se retrouve bloqué à Kaboul, il parle à sa mère italienne en anglais. Enfin donc du coup il y a un Ciao maman, why are you calling me? Non, ils ont pas trop fait les accents quand même. Je parle pas à ma mère en anglais. En fait. Enfin, du coup ça fait que je trouve que ça crée en fait du recul avec la situation globale, avec les personnages qui, moi j'avoue, m'a gênée parce que forcément je regardais dans la version originale. T'as parlé de cette famille afghane, malheureusement, et pour moi c'est ça le problème de la série, c'est qu'il n'y a pas qu'elle, mais pas qu'elle du tout. Non. C'est qu'en fait le film embrasse une multitude de points de vue, et donc fait qu'on va à la fois à l'ambassade française, à la fois à l'ambassade italienne, à la fois à l'ambassade allemande, pardon. Enfin, c'est des services secrets. Des services secrets, ouais, c'est ça. On suit énormément de personnages en fait différents, et qui fait que moi j'ai regardé les 3 premiers épisodes, ils sont extrêmement denses, ça dure une 50aine de minutes, mais en fait je trouve qu'il y a une difficulté de trouver un point d'accroche dans la série, parce qu'il y a tellement une galerie de personnages hyper large à suivre qu'en fait ça passe de cut, et donc on n'a pas de point d'attache, et ce qui fait que moi j'ai l'impression qu'on a voulu un peu tout montrer, et donc que je me suis intéressée finalement à personne, et qu'au final dans le dispositif je trouve que ça manque quand même d'originalité, dans le sens où j'ai l'impression qu'on me sert une énième en fait série que j'aurais déjà vue, un peu à la Cœur Noir aussi, qui était sur Amazon. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Ouais, mais qui était mieux réussi. En fait, parce que déjà on a des Français qui parlent français entre eux, et qu'on suit vraiment on suit quelque chose de clair en fait. Là je trouve que ça s'éparpille trop, de part certainement c'est 10 pays, et donc où tout le monde veut être un peu content et avoir son bout de pain, mais ce qui fait que nous en tant que spectateurs on est un peu perdus, et je trouve ça en fait on a 11, parce qu'effectivement il y avait bien l'Italie, mais qui n'est pas mentionnée dans les pays d'origine, mais en réalité il y a une chaîne qui est Rai qui est associée, mais j'avais oublié la Norvège. Rita? J'ai vu un épisode et demi et j'ai décidé de m'arrêter là parce que alors que t'étais tellement enthousiaste à l'idée qu'on parle de cette série. Non, mais en fait je suis frustrée parce que je sens très bien que derrière on a voulu faire une série un peu comme Argo. Enfin, c'est un peu le même délire qu'Argo in fine, c'est par le prisme des Occidentaux, dans un endroit où il y a un point de tension à cause de personnes islamistes de l'autre côté, ce qui est intéressant, mais le problème c'est que là on sent qu'ils ont voulu dire il va falloir humaniser les Afghans aussi, parce qu'on n'est plus en 2012 et qu'on n'est pas américain, et moi je trouve ça raté. En tout cas, là, après, je juge vraiment pas sur produit fini, mais je trouve que c'est le seul point de vue sur les personnages, c'est est-ce qu'ils sentent la menace arriver ou pas. Puis moi, c'est un truc qui me gêne souvent dans la fiction, quand on sait que on sait qu'il va y avoir une catastrophe et les personnages non, et qu'on joue sur des scènes où les personnages sont en mode mais non, les talibans ont changé, ils ne referont pas ce qu'ils ont fait avant. En fait, c'est là en plus, t'as vraiment la réponse dans l'actualité, donc c'est un peu En fait, oui, exactement, c'est un truc du moment. Et quand même, dans le premier épisode, je trouve qu'on manque de contextualisation, parce qu'on comprend de Spi que l'enjeu clair qu'il va falloir faire sortir des gens d'un endroit qui a l'air de devenir dangereux, mais je trouve qu'on comprend pas pourquoi. En fait, il y a juste un discours de Biden à la radio à un moment, on comprend pas pourquoi et comment et pourquoi le pays est dans cet état en fait. Et par contre, là le générique se lance, et se lance sur le 11 septembre,
puis sur Daesh, et c'est tout. Et t'es censé, toi, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est un peu de lâcheté, en fait, des auteurs qui ne vont pas jusqu'au bout de pourquoi on en est dans cette merde, en fait. Pourquoi on en est là aujourd'hui, en 2024. C'est pas le sujet de la série. Bah ouais, mais du coup, tu fais pas... En fait, soit tu décides d'inventer totalement un autre truc, où on est dans un endroit où il faut sortir les Occidentaux et les gens qui les ont aidés, soit tu mets du contexte, parce que c'est pas possible de mettre ça en 2021 aussi spécifiquement. C'était il y a 3 ans et demi, ce truc. C'est tellement récent, et ne pas prendre le courage d'expliquer le contexte un minimum, quoi. En fait, moi je pense que ça rejoint un peu la critique que tu fais, que Imen fait aussi, de pas réussir à trouver le point de vue et de multiplier les trucs. C'est que du coup on va jamais en profondeur. Bah, c'est pas que c'est trop récent, c'est que du coup on va jamais en profondeur en fait sur ce qui se passe vraiment et sur les enjeux internes en fait locaux. Moi, en fait, ce que je dirais sur tout ça et de ce problème-là, c'est que ça fait que la série manque beaucoup de souffle. Qu'en fait, il y a des éléments où, à la fois, tu te dis que c'est hyper dense, mais en fait, je trouve qu'il se passe rien à chaque fois. Chaque petite intrigue, en fait, avance très lentement. Et au final, on comprend très, très vite les enjeux et le pourquoi du comment et les trucs. Et tout ça est très... et passé de manière très superficielle. Parce que en effet, il y a trop de coproducteurs et que tout le monde en veut un peu pour sa baraque. Et le problème, c'est que, l'avantage de ce système, c'est que il y a beaucoup d'argent. Donc il y a une production value qui est quand même vraiment solide. On sent quand même que c'est bien fait et qu'on y croit et que c'est pas cheap. Ce qui est pas forcément gagné, parce que tourner d'un décor qui ressemble à de l'Afghanistan aujourd'hui, bon courage. C'est tourné en Grèce. Ouais, c'est tourné en Grèce essentiellement, mais il y a quand même pas mal parce qu'il y a tout le décor de l'aéroport en fait, surtout qui est tourné en Grèce. Oui. Mais bon, il y a beaucoup de trucs qui sont pas dans l'aéroport. Je sais pas trop où est-ce qu'ils ont tourné ça, mais peut-être dans des décors, tout simplement, qu'ils ont construits. Mais je veux dire, c'est assez... on sent que ça a demandé de l'argent, quoi. Et que cette coproduction-là, elle leur a permis ça. Après, oui, c'est juste en fait faible, parce que l'histoire derrière est quand même un peu dingo. C'est vraiment des puissances occidentales qui se retrouvent débordées par des éleveurs de chair avec des kalachnikovs qui finissent par reprendre un pays qui sont en train d'abandonner. C'est vraiment un truc à la fois violent et tragique. C'est une histoire assez folle, en fait. Et je trouve qu'ils ont réussi à en faire un truc un peu plan-plan, très très calibré France Télé, pas hyper intéressant, avec les vrais défauts de ce qu'on appelait à l'époque l'Europudding, quoi. Vraiment ce truc où on avait des tas de pays qui se mettaient ensemble et puis comme ils arrivaient du mal à travailler, en fait on essayait de trouver le plus petit dénominateur commun pour faire un truc vachement digeste, et ça rendait les choses pas très intéressantes. Et c'est un peu le problème que le PGCD, le plus petit dénominateur commun, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme. Oui, mais ça fait encore plus longtemps que toi que j'ai pas fait de maths, donc Non, mais j'allais dire, dans les Europudding de l'époque, je me souviens de trucs vraiment complètement fous. Ça vaudrait le coup un jour, limite, tu vois, c'est un sujet aussi de potentiellement de carte blanche, de focus, mais par exemple d'une version de... Attends, je vais dire pas du tout, de Guerre et Paix, où en fait il n'y avait pas de version. En fait, tu pouvais pas regarder la version de base parce que les acteurs ne jouaient pas dans la même langue. Oui, il y en avait qui jouent en français, d'autres qui jouent en italien. Alors après, je préfère. Ça existe en Chine aussi beaucoup. Mais ça existait même dans les années 60-70, dans tous les films de Visconti. Le cinéma italien, les Danais, c'est comme ça, bien sûr. Mais bon. Et j'ai vérifié, il s'est principalement tourné, effectivement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans l'aéroport, et en fait, je pense que beaucoup des trucs qui sont... l'ambassade, il a dû être tourné dans l'aéroport aussi, mais il y a des scènes, ça m'étonnerait que c'était tourné dans un aéroport. Non, mais il y a dû avoir, effectivement, ils disent principalement au sein, mais je pense qu'ils ont été cherchés après des establishing shots un peu ailleurs. Bon, vous l'aurez compris, on vous déconseille. En fait, c'est pas catastrophique. Renseignez-vous sur le c'est pas catastrophique, c'est ça le truc, c'est que mais c'est très lisse et pas hyper intéressant, quoi. Alors que vu le sujet, franchement, ça aurait dû être. Mais c'est ça, je trouve que c'est indécent. En fait, je suis plus énervée parce que je trouve ça indécent de faire ça sur ce sujet, alors qu'en ce moment, t'as quand même des personnes, et particulièrement des femmes, qui tous les jours subissent les conséquences de ce qui a été fait. Et c'est pas un truc d'il y a 10 ans, c'était il y a 3 ans. C'est vraiment dans l'imaginaire très très récent, et je trouve ça un peu débile de faire une série de fiction du point de vue des Français, Italiens, Norvégiens, je sais pas quoi. Enfin, ça m'énerve un peu. Bon, écoutez, voilà, intéressez-vous plus à l'histoire qu'à la série en elle-même. C'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Émile, c'est toi cette semaine qui a une recommandation pour nous, pas du tout ? C'est moi ? Ah ! Absolument. À chaque fois que j'arrive, c'est un nouveau happening. Alors, effectivement, j'ai vu pour vous, cette semaine, The Grill, d'Alonso Ruiz Palacios. Alors, Alonso Ruiz Palacios, on ne le connaît pas vraiment en France, mais c'est un metteur en scène de théâtre, essentiellement, qui va se charger prochainement de réaliser quelques épisodes
de la série Andor, de la nouvelle saison de la série Andor. Dont on parlera, parce qu'on avait bien aimé la saison 1. Et donc, en fait, je me suis aperçu qu'il avait, dans la liste des pièces qu'il avait mises en scène, il avait mis en scène une pièce qui s'appelle La Cuisine, d'Arnold Wesker, qui est en fait la source de la Cochina, The Grill. En France, on l'a appelé The Grill, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, l'histoire est assez basique. C'est un restaurant à Times Square, à New York, et on va être essentiellement côté cuisine. On va suivre le quotidien de l'équipe. Alors, c'est à la fois les gens qui s'occupent du service et les cuisiniers. Et en fait, le film, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il dure 2h20, là où il y avait déjà eu une adaptation, en fait, dans les années 60 en Angleterre, parce que la pièce se passe en Angleterre, qui durait 1h16. Ah oui. Et donc, il a ajouté plus d'une heure en essayant de trouver des enjeux très contemporains qui parfois marchent, parfois ne marchent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout le staff de la cuisine, ils sont tous immigrés. Donc, ça parle dans plein de langues différentes. Ça fait un petit peu écho à la série dont vous venez de parler. Et donc, il y a une sorte de porosité entre le monde de la cuisine avec sa hiérarchie et le monde de la salle où là, on a un contact avec l'extérieur. Je pense que si on devait imaginer à quoi ressemblent les fiches TripAdvisor ou Yelp des restaurants fictifs qu'on peut voir dans les séries ou dans les films, je pense que The Grill, c'est le nom du restaurant dans le film aussi, aurait probablement un 1,5 ou un 2. Parce qu'en fait, vu que l'équipe passe son temps à se castagner en coulisses, ils oublient les escalopes, ils balancent les desserts par terre et puis ils les remettent dans l'assiette, etc. Donc je pense que je donne vraiment pas cher. Philippe Etchebest là-bas. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cauchemar. Je pense que le sous-titre du film aurait pu être Cauchemar en cuisine. Pour citer un grand film, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats. Alors dans Stody. Très bon, très belle ref. Non, alors je pense que le problème du film, c'est qu'il est un petit peu dans une logique de surenchère qui finit, je trouve, sur 2h20 par épuiser un peu le spectateur. C'est-à-dire qu'on est vraiment ravi au milieu du film de voir un plan séquence vraiment magistral. On n'arrête pas de passer de manière vraiment brillante de la cuisine à la salle, puis on retourne en cuisine chercher quelque chose qu'on a oublié, puis on retourne dans la salle, etc. À chaque fois en changeant de personnage. Il y a notamment Raoul Briones et Rooney Mara qui jouent deux des rôles principaux. Mais je trouve qu'au bout de 2h20 de monologues, d'effets de manche, d'une mise en scène très ostentatoire, c'est pas tout en plan séquence. Non. Non, c'est ça. Non. Non, et d'ailleurs, il y a des moments assez... Le film est en noir et blanc. Ce qui se passe avec les films de cuisine. Non. Non, mais alors, voilà, justement, je pense que le film souffre un petit peu de la comparaison avec Boiling Point. The Chef. Allez savoir pourquoi. Il y a aussi Chef avec Jon Favreau. Mais... Voilà. Enfin, deux jeux. Et il y a aussi Chef avec Cooper. Bradley Cooper, qui s'appelait Burnt en anglais, qu'ils ont appelé Chef aussi. Enfin, il y en a pas un avec Michael Youn aussi qui s'appelle. Enfin bref, c'est le chef. Non mais le chef. Voilà. Donc si vous aimez la cuisine, vous avez un multiverse, un cinématique univers incroyable qui s'offre à vous. Ouais. J'ai des réserves sur celui-ci. Après, si justement vous êtes séduit par les films culinaires, on voit pas beaucoup de miam miam. C'est peut-être un petit peu ce qui m'a manqué. En même temps, s'il est pas bon et qu'il tombe par terre. Non, parce que du coup, ils se font aussi à manger pour eux. Ah oui. Et ce qu'ils se font à manger a l'air bien plus appétissant. Donc voilà, c'était The Grill. Et bah écoute, merci pour cette semi-reco qui est The Grill. Et tu restes avec nous puisque c'est l'heure de la carte blanche. Mon Dieu, incroyable. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et aujourd'hui, Émile, tu as décidé de nous parler du diptyque que personne n'a vu sur Netflix de films qui sont passés inaperçus. Voilà, absolument, puisqu'en fait, un des défauts de Netflix, c'est que si les films ne sont pas vraiment poussés et mis en avant, on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc, je veux vous parler de 2 films indépendants américains qui sont sortis à 2 semaines d'écart, en fait, à l'automne 2018, dont presque personne ne connaît l'existence. Alors j'ai appris qu'Alban avait vu un des 2, donc je suis ravi. Alban, il a tout vu, décidément. En fait, c'est une période assez intéressante dans l'histoire de Netflix autour de 2016-2017 où la plateforme a essayé de séduire des auteurs indés comme Noah Baumbach, Charlie Kaufman. C'était des cinéastes qui avaient un peu de mal à se faire financer dans le circuit classique. Et donc Netflix est un peu arrivé à la rescousse pour les produire. Et donc je vais vous parler de 2 films que sont The Land of Steady Habits de Nicole Olofsener et Private Life de Tamara Jenkins, qui sont donc les 2 des films très Sundance, voilà, avec une esthétique très, très cinéma indépendant, qui se regardent très bien sur Netflix, même si je pense que c'est 2 films qui auraient mérité une sortie en salle.
Alors, on va les mettre tous les deux, on va les faire rentrer sur le ring de boxe pour qu'ils puissent se battre entre eux. Le diptyque est complètement officieux, c'est moi qui ai simplement posé l'étiquette de diptyque, mais comme je les ai découverts à peu près en même temps, et je trouvais que les deux avaient le même souci de vraiment valoriser leurs personnages et de laisser vraiment un espace récréatif à leurs acteurs, je trouvais que c'était vraiment, il y avait une sorte d'évidence à les mettre ensemble. Et puis c'est deux autrices assez rares dans le cinéma américain. Nicole Hoffner, elle est surtout connue pour des films avec Julia Louis-Dreyfus, qui n'est pas dans ce film-ci. Et Tamara Jenkins, ça fait que 3 films en 28 ans. Elle avait beaucoup travaillé avec Philip Seymour Hoffman, notamment. Et donc, The Land of Celia Beats, c'est l'histoire de Anders, qui, au moment d'approcher de la soixantaine, décide de quitter sur un coup de tête sa femme, son travail et leur fils, qui a une 20aine d'années, non pas pour partir faire le tour du monde, mais pour aller s'installer dans une bourgade qui est à 10 km de chez eux, donc dans le Connecticut. Private Life, de l'autre côté, donc l'autre adversaire sur le ring de ce diptyque improvisé, c'est donc l'histoire d'un couple, Rachel et Richard Bigler, qui sont joués respectivement par Catherine Hahn et Paul Giamatti, qui eux habitent dans le East Village à New York, qui est en pleine gentrification, dont ils assistent un petit peu désemparés, et qui approchent la cinquantaine et veulent à tout prix avoir un enfant, mais ils se heurtent à des problèmes de fertilité, difficultés d'adoption, difficultés de trouver une mère porteuse. Et en fait, je trouve que les deux films ont un sens du détail et un sens de la situation qui en fait vraiment des films exemplaires. Des films que je pourrais revoir... Private Life, j'ai déjà vu 5 fois et je pense que c'est vraiment un film que je pourrais revoir encore parce que c'est des films qui ont vraiment un sens de la dramaturgie qui leur est propre et qui nous surprend, qui nous emmène vraiment très loin des sentiers battus, alors qu'on pourrait penser, quand on entend les pitchs, qu'on va avoir à faire de films indés assez formatés. Je pense notamment dans In the Land of Steady Habits, il y a une scène géniale où en fait le personnage d'Anders rentre d'un date, il est bourré, il est à l'arrière d'un taxi, et en fait par réflexe, il donne son ancienne adresse au chauffeur qui le dépose devant chez lui. Lui a encore la clé, donc il rentre et en fait il se rue sur le frigo et sa femme et le nouveau mari de sa femme le trouvent à 4 pattes en train de manger des glaces au pied du congélateur et ça crée comme ça une situation complètement improbable. Dans Private Life, il y a une scène où Paul Giamatti ne supporte pas les remarques que fait un docteur à sa femme sur l'infertilité et il commence à saccager complètement la salle d'attente du cabinet médical et juste après il a une sorte de mouvement où il se rend compte de ce qu'il vient de faire, du ridicule de la situation et on lit vraiment le désarroi sur son visage. Il y a comme ça vraiment des scénarios qui sont portés par les acteurs. La mise en scène dans les deux films est assez en retrait. Alors, ce qu'il y a de très beau aussi dans Private Life, c'est que certes, j'ai dit que c'était des films qui pouvaient se voir sur Netflix, mais il me semble que le chef opérateur de Private Life s'appelle Christos Voudouris. C'est le chef opérateur des premiers films de Lanthimos à époque période grecque, qui est aussi le chef opérateur de Before Midnight, le 3e volet de la trilogie. Et il a vraiment une manière, Tamara Jenkins disait en interview, c'est un petit maître. C'est-à-dire qu'il est vraiment le maître des scènes d'intimité, des petits espaces. C'est un film très domestique qui se passe dans un 2 pièces. Et il arrive toujours à magnifier ça. Donc vraiment, c'est des films qui valent à la fois pour leur interprétation et pour leur sens esthétique aussi. Donc si vous avez 4 heures devant vous, vous pouvez voir ce diptyque qui est encore, je l'espère, dans les tréfonds de Netflix. De Netflix. Merci Émile, merci à tous et merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je le répète, on vous attend mercredi 9 avril à l'Entrepôt à partir de 20h pour notre émission en public. On espère vous y voir nombreux. On a hâte de vous retrouver. À la semaine prochaine.